L'aventure commence au milieu d'une bataille intense, où un groupe de héros affronte un dragon d'une force extraordinaire. Peu à peu, la créature gagne du terrain et finit par atteindre l'une des compagnies de Denis. Sans hésiter, il la soigne grâce à ses pouvoirs, mais le regard de certains des autres révèle des sentiments peu nobles. La jalousie et l'irritation sont impossibles à dissimuler. À un moment décisif, l'un des membres du groupe porte un coup précis dans l'œil du dragon, ouvrant la voie à la victoire. Ce guerrier aux cheveux blonds en profite pour rappeler à tous qui ils sont. Membres d'Argentia, le groupe le plus puissant du monde. Selon lui, perdre n'est pas une option. Quelques jours plus tard, ce même homme appelé Vigo, le chef de l'équipe et un aventurier de niveau 99, convoque tous les membres pour une réunion sérieuse. Il désigne Denis comme le seul responsable de l'échec de la dernière mission. Selon lui, si Denis n'avait pas utilisé son pouvoir connu sous le nom de voix terrifiante, le dragon n'aurait pas pu s'échapper. Pour Vigo, ce pouvoir a causé le désastre. Denis tente de s'expliquer. Il dit qu'il n'a utilisé cette capacité que parce que Vigo lui-même le lui avait demandé. Mais le blond nie toute responsabilité et renforce l'accusation. Denis aurait agi de son propre chef, peut-être même avec l'intention de saboter le groupe. Il va jusqu'à insinuer que Denis pourrait être un espion envoyé par un autre groupe d'aventuriers. Et sur ce, le verdict est rendu. Denis est exclu d'Argentia, expulsé définitivement. Stupéfait, le jeune homme tente de comprendre comment cela a pu arriver. Certains de ses collègues semblent en désaccord avec cette décision, mais personne ne s'y oppose directement. Denis accepte l'expulsion de son fils avec dignité. S'ils ne veulent pas de lui, il n'insistera pas. Mais Vigo n'en a pas encore fini. Il dit qu'un cuisinier comme Denis n'aurait jamais dû faire partie d'une équipe de ce niveau. Cette déclaration l'irrite profondément. Denis demande s'il y a quelque chose de mal à être cuisinier. Vigo répond que oui. L'Argentine est un groupe composé de guerriers, de magiciens et d'épéistes, des experts en combat. Pour lui, même si Denis est aussi expérimenté que lui, c'était une erreur de l'avoir accepté. La tension monte, mais Denis reste ferme. Si c'était la vie du groupe, alors il n'y avait plus rien à faire. Cela étant réglé, il décide de quitter la capitale. En chemin, il finit par généraliser une petite fille, et son ballon s'envole. Denis s'efforce de le rattraper, autant 2 fois pour l'atteindre, et y parvenir. Il conseille ensuite à la fillette de ne jamais lâcher quelque chose qui est important. Cette phrase a pour lui une signification plus profonde. Denis possède également quelque chose d'essentiel dans sa vie, et comprend qu'il ne peut plus y renoncer. Vigo observe la scène de loin, il semble satisfait. Comme s'il était en train de mettre en œuvre quelque chose qu'il avait déjà prévu. Au moment où Denis s'apprête à partir, une jeune fille aux cheveux roux nommée Kate le rattrape. Voulant comprendre pourquoi elle a été expulsée, elle est visiblement inquiète. Elle fait remarquer que si Denis s'en va, personne d'autre ne sera préparé des potions, pratiquer l'alchimie ou cuisiner comme lui. La qualité de vie du groupe en pâtirait considérablement. Denis tente de la rassurer en lui disant que d'autres personnes maîtrisent moins ses compétences, mais Kate insiste. Depuis l'arrivée de Denis, les performances du groupe dans les donjons se sont considérablement améliorées et elles sont aujourd'hui considérées comme les meilleures au monde. Elle sait que le groupe ne comprend pas à quel point il les a protégées jusqu'à présent. Sans lui, les choses ne seront tout simplement plus les mêmes. Elle le fournit de revenir, sinon tout pourrait s'effondrer. Denis, cependant, reste de marbre. Il dit que le passé est derrière lui et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Kate tente encore de le convaincre, lui demandant de rester au moins pour préparer le dîner d'aujourd'hui et quelques repas à venir. Pour Denis, cela ne fait que montrer que l'opinion du groupe à son sujet n'a jamais changé. C'était comme si ses contributions se limitaient à la cuisine. Kate, encore bouleversée, lui demande ce qu'il va faire à partir de maintenant. Denis répond qu'il a l'intention d'ouvrir un restaurant, mais elle insiste pour qu'il reste, en tant que sous-capitaine. Elle essaie même de lui donner un ordre, mais il a déjà pris sa décision. Denis sait que Vigo s'intéresse à elle, et que rester en contact maintenant serait une erreur. En réalité, sa phase d'aventurier touche à sa fin, mais sa nouvelle vie de cuisinier ne fait que commencer. Quelque temps plus tard, loin de là, Denis trouve dans un magasin un objet magique capable de conserver les aliments sans utiliser de glace. Ce qui, dans nos termes, serait un congélateur ordinaire. Il est enthousiaste, imaginant déjà à quel point cela pourrait être utile dans son restaurant. Mais soudain, il se souvient d'un livre qu'il a lu sur les entreprises culinaires. L'auteur mettait en garde contre les risques liés à l'investissement initial. Après réflexion, Denis décide de laisser l'objet de côté et d'utiliser la magie de la glace à la place. Il estime avoir pris la bonne décision,
et à partir de là, il décide de suivre fidèlement les conseils du livre « Comment ouvrir un restaurant », un manuel pour les anciens aventuriers. Un titre très spécifique qui attire son attention. La première étape, selon le livre, consiste à trouver un immeuble bon marché et à abandonner, à rénover. Ensuite, il est temps de contacter les fournisseurs et d'acheter les ustensiles nécessaires. Pour Denis, tout cela est passionnant. Chaque étape le rapproche de son nouveau rêve. Mais le prochain défi du manuel est plus compliqué. Personne ne peut gérer seul un restaurant. Il faut pouvoir compter sur des aides pour s'occuper des clients. Et puis, au milieu de la rue, il entend un homme proposer quelqu'un comme s'il s'agissait d'un produit. Une jeune femme qui, selon lui, appartenait à une famille noble qui a été exilée. La situation est révoltante. Denis se rend compte qu'étant issue d'une lignée noble, elle a attiré l'intérêt de toutes sortes de personnes dangereuses. Il a envie de faire quelque chose, mais il sait qu'il ne peut pas s'impliquer dans toutes les injustices qu'il voit. Il serait impossible de vivre ainsi, à moins de la regarder dans les yeux. Et quelque chose dans ce regard lui rappelle un souvenir ancien. Quelqu'un a choisi qu'il a déjà ressenti auparavant. La vente aux enchères commence, et les enchères se manifestent rapidement. Quelqu'un offre même 800 000 pi, la monnaie locale. Sans réfléchir, Denis se retrouve à offrir 1 million. Mais le même vendeur que dans le magasin précédent offre 1,5 million. Denis comprend, à l'expression du visage de l'homme, qu'il ne peut pas laisser la jeune fille entre ses mains. Il offre alors 2 millions. L'autre en offre 3. La dispute continue. Et Denis se rend compte qu'il est sur le point de dépenser presque toutes ses économies. Finalement, il réussit. Il est maintenant une nouvelle entreprise. Il l'emmène se préparer, faisant tout son possible pour l'aider. La différence dans son apparence est remarquable. Mais le vide dans les yeux de la jeune fille demeure. Puis alors qu'ils marchent ensemble, Denis lui demande de le suivre de près, sinon elle pourrait se perdre. Cela ne tarde pas, et elle est vraiment en retard. Une calèche manque de la renverser. Elle heurte plusieurs personnes, et soudain, se retrouve face à quelqu'un qui réveille en elle de sombres souvenirs. Elle reste paralysée, perdue dans ses pensées. Heureusement, Denis la retrouve. Il s'excuse d'avoir marché si vite. Il promet désormais de marcher à ses côtés. Denis, encore un peu timide, répond sincèrement que c'est simplement parce qu'il s'est souvenu de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Rien de plus. Il veut connaître son nom, ou du moins, comment il devrait l'appeler pour l'instant. Sa réponse le surprend. Elle lui dit qu'il peut l'appeler esclave s'il le souhaite. Denis, cependant, ne peut en aucun cas accepter cela. Elle lui suggère alors de l'appeler atelier. Il se présente alors comme Denis. Elle lui demande ce qu'il attend d'elle. Il répond que, pour l'instant, rien. Il lui dit qu'elle peut utiliser le 2e étage comme elle le souhaite. Et si elle décide de partir, elle peut le faire. C'est son choix. Oui, elle était complètement libre maintenant. Cela la laisse sans réaction. Mais il est évident qu'en plus d'être surpris, elle a aussi très faim. Denis se rend compte que c'est l'occasion idéale de montrer un peu de ce qu'il sait faire. Il décide donc de préparer quelque chose avec des œufs. Le plus curieux est de voir comment il mélange la magie dans la préparation des aliments. Et cela accélère vraiment le processus. On voit bien que Denis s'y connaît, car même pendant la préparation, l'odeur est déjà si bonne qu'Atelier se sent comme au paradis. Elle a probablement même fait une petite sieste. Mais après un moment, il lui annonce que le repas est prêt et qu'elle peut manger à sa guise. Dès qu'elle goûte la première bouchée, l'effet est immédiat. Le goût la surprend tellement qu'elle commence à manger rapidement, émerveillée. Et qui ne comprendrait pas cela? Un plat de riz frit, bien préparé peut être irrésistible. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'était de la voir fondre en larmes. Denis, ne comprenant pas la raison de ses larmes, choisit de respecter son silence. Si elle ne veut pas en parler, il ne la forcera pas. Même s'il pense qu'elle a vécu quelque chose de terrible et que tout est peut-être perdu pour elle, Denis croit qu'un bon repas peut encore faire la différence. Et en voyant qu'elle savoure chaque bouchée, même en pleurant, il se sent heureux. À un moment donné, il lui demande un commentaire, elle va. Elle s'étouffe, surprise qu'il ait utilisé son nom. Cela la prend au dépourvu. Plus tard, il la félicite pour le soin qu'elle a apporté à la table, lui disant qu'elle a fait un excellent travail. Il ajoute qu'il a acheté cet article pour la rendre plus belle. Au fil du temps, nous voyons comment l'atelier devient partie intégrante du quotidien de Denis. Elle aide à la cuisine, s'occupe du magasin, fait les cours, bref, elle participe à tout, jusqu'à ce que les préparatifs soient terminés. Denis est tellement excité qu'il donne un petit coup de poing à l'atelier. Et elle, même si elle est un peu timide à cause de sa maladresse, lui rend son geste. On voit que les deux ont beaucoup évolué depuis le début. Le lendemain matin,
le restaurant de Denis ouvrira ses portes. Son nom? Le restaurant de l'aventurier. Un excellent nom, sans aucun doute. Denis a dit à la jeune fille qu'elle sera le visage de l'entreprise et qu'elle devra s'investir à fond. Elle accepte le défi sans hésiter. Tout est prêt. Les menus sont organisés, l'eau est servie, les tables sont propres, les ingrédients sont triés. Il ne reste plus qu'à passer à l'étape suivante. Accueillir le premier client. Denis est tellement confiant qu'il pense que ce premier visiteur va adorer les épices et finira par manger là 3 fois par jour. Et bien sûr, c'est ce qu'il espère. Après tout, il doit récupérer ses investissements et prendre son entreprise très au sérieux. Et puis, cela ne tarde pas. Le premier client arrive. Un homme à l'apparence marquante, qui restera certainement gravé dans les mémoires comme le premier de tous. Un début digne de ce nom. Et ainsi, nous arrivons à la fin du premier épisode. En lui souhaitant la bienvenue, il s'est rendu compte qu'il se trouvait face à une personne portant une armure et ne savait pas trop comment saluer quelqu'un comme ça. Il s'est souvenu qu'il avait pris un livre sur la façon d'ouvrir un restaurant, un manuel destiné aux anciens aventuriers. Parmi les clients, certains ne voulaient pas être dérangés, ils voulaient juste manger et rester tranquilles. Il était important de respecter leur intimité et de rendre leur passage au restaurant aussi agréable que possible. L'homme lui demanda simplement de s'asseoir où il voulait et demanda à son employé de lui apporter de l'eau. Dès qu'il s'assit et commença à lire le menu, Denis passa son temps à observer la jeune fille. Pour lui, il n'y avait aucun doute sur ce qu'il fallait préparer. Denis savait exactement quoi faire. Pour son premier client, cela devait être célébré. Denis, cependant, ne comprenait pas très bien ce que la jeune fille voulait, car elle ne disait pas un mot. Mais il s'est vite rendu compte qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent pour payer son repas. Il a donc décidé de lui préparer un katsudon. Quand il prend cette décision, la jeune fille se mit à crier, disant qu'elle n'avait pas assez d'argent pour payer. Malgré tout, Denis a décidé qu'elle mangerait gratuitement, car après tout, c'était sa première cliente. Il se trouvait cela curieux. Il pensait servir un homme, mais il découvrit qu'il s'agissait d'une femme. Pendant qu'il commençait à préparer le plat, elle lui expliqua qu'elle avait été expulsée de son groupe parce qu'elle était une femme. Selon elle, il pensait que les femmes n'étaient pas faites pour être épéistes. Denis pensait qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour ça. Tôt ou tard, elle trouverait un nouveau groupe. Pour lui, dans ce genre de travail, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. La jeune fille abbé savait qu'elle n'avait pas encore atteint un niveau très élevé. Mais elle était au moins au niveau 23. Denis savait que c'était déjà plus que suffisant pour être considérée comme qualifiée. Elle était heureuse d'apprendre que la vice-capitaine de l'aile d'argent était une femme épéiste. Cela l'inspirait à continuer à se battre pour sa place, l'épée rapide carmésienne. Dans tous les combats, elle attaquait toujours en premier et portait un coup critique. Elle était considérée comme une véritable légende parmi les épéistes. Denis connaissait bien cette guerrière et savait que la fille qui se tenait devant lui était également très dangereuse. Pendant tout ce temps, la fille essayait de cacher qu'elle était une femme afin de pouvoir intégrer un groupe, mais il n'y avait aucun groupe dans lequel elle pouvait simplement rester silencieuse. Denis pensait également qu'il était impossible pour quelqu'un de rester silencieux dans un groupe pendant longtemps. Elle se mit à pleurer parce qu'elle n'avait plus d'argent et ne savait pas comment gérer toute cette pression. Denis lui demanda de ne pas pleurer et de regarder le plat qu'il avait préparé. Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent. Malgré tout, elle a dit qu'elle n'avait pas les moyens de payer. Denis a répondu en silence qu'il s'en moquait, qu'il voulait juste qu'elle mange. En goûtant le repas, elle a été enchantée par le goût et a commencé à le savourer comme si c'était le dernier repas de sa vie. Après avoir mangé, elle a dit que la nourriture était délicieuse. Denise était heureuse et espérait qu'elle deviendrait une cliente régulière de son restaurant. Mais elle était triste, car elle ne pourrait revenir que lorsqu'elle aurait trouvé un groupe acceptant une femme épéiste. Denise a décidé de l'aider en demandant à ses clients si l'un d'entre eux recherchait quelqu'un avec ses compétences. Il n'avait pas l'habitude d'aider les autres, mais cette fois-ci, il voulait vraiment l'aider. Le problème était qu'il ne savait pas comment rester en contact avec elle, alors il espérait qu'elle continuerait à manger là jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau groupe. Avec le temps, le restaurant commença à se remplir, et plusieurs aventuriers trouvèrent la cuisine de Denis incroyable. C'était tellement bon qu'il en avait envie de pleurer. La petite fille qui servait était adorable, et la nourriture était vraiment merveilleuse. Denis a félicité Tellier, lui disant qu'elle faisait du bon travail. En se souvenir de la situation de la jeune fille, son cœur se serra. Tout le monde essayait de lui parler, mais elle était gênée, et finissait toujours par s'enfuir. En voyant un groupe d'aventuriers, Denis leur demanda s'ils cherchèrent de nouveaux membres. Ils découvraient alors qu'il y avait une femme épéiste dans le groupe.
Elle avait les compétences nécessaires et était très amusante. Tout le monde a trouvé l'idée excellente, car le groupe avait peu de puissance d'attaque, ce qui était un gros problème à la tombée de la nuit. La jeune fille n'a été revenue qu'au restaurant et a été très heureuse d'apprendre que Denis lui avait trouvé un groupe. Elle a promis de lui montrer sa gratitude dès qu'elle recevrait son premier salaire. Denis était cependant un peu tendu, et elle l'a remarqué. Il lui exigea si elle ne pensait pas qu'elle acceptait tout trop vite sans réfléchir. Mais cela ne la dérangerait pas, tandis que Denis restait inquiet. Il savait qu'il ne pouvait pas s'en mêler. Après tout, la décision finale lui appartenait. Après avoir mangé, elle remarque que la nourriture était toujours aussi délicieuse. Elle savait qu'elle aurait besoin de gagner beaucoup d'argent pour rembourser tout ce que Denis faisait pour elle. Les jours passèrent, et Denis réussit à conquérir de plus en plus de clients. Tous ceux qui se repartaient ultérieurement étaient satisfaits. À la fin de la journée, 2 filles sont arrivées et ont commencé à manger. Elles ont trouvé la nourriture délicieuse. Denis a demandé à l'atelier de fermer le rideau du magasin, car ce seraient les dernières clientes de la journée. Cependant, la conversation entre les 2 filles semblait suspecte. Elles ont parlé d'un groupe d'aventuriers qui appelait des femmes à se joindre à eux, mais qui ensuite leur faisait du mal au fond des donjons. L'une d'elles a demandé si ces hommes n'étaient pas emprisonnés. Mais ils emmenaient les femmes si loin qu'elles ne pouvaient pas revenir seules. Après les mauvais traitements, ils les abandonnaient et partaient envers une autre ville. Les filles savaient qu'elles devaient se méfier de ce genre de personnes. Denise se souvint du groupe qui était passé dans son restaurant et espéra que ce n'était pas le même. Le lendemain, Henrietta se présente au groupe. Tout le monde l'accueillit très chaleureusement. Alors qu'ils marchèrent dans la forêt, elle exigea ce qu'ils allaient faire ce jour-là. Le chef a répondu qu'il s'agissait d'une simple mission de collecte. Ils allaient bondant se rendre au donjon, récupérer quelques objets, et c'était tout. Elle était un peu inquiète, voulant savoir exactement ce qu'ils allaient avant tout collectionner. Mais elle décide de ne pas poser de questions et de suivre le plan. Une fois arrivée au fond du donjon, elle a vaincu tous les monstres avec une extrême facilité. Le groupe a commencé à la féliciter. Il voulait aller encore plus loin et vaincre des monstres encore plus dangereux. Elle était très heureuse, car elle n'avait jamais été traitée avec autant de respect. En tant que femme, elle était toujours traitée comme quelqu'un sans valeur. Mais avec ces personnes, elle croyait que tout pouvait bien se passer. Pourtant, les membres du groupe ont semblé un peu étranges. Quand ils arrivèrent et plus loin, un monstre apparut et les vainquit tous facilement. Ils se contentèrent d'observer Henrietta se battre seule. Elle leur demanda jusqu'où ils allaient, car elle était déjà fatiguée. Ils lui ont dit de rester calme, qu'ils étaient presque arrivés à destination. Après avoir marché encore un peu, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. C'était exactement ce qu'ils voulaient collecter. Soudain, Henrietta s'est évanouie et est tombée au milieu du donjon. L'un d'eux s'est approché et lui a donné un choc électrique. Ils ont commencé à rire, disant qu'elle avait été très utile, mais qu'elle était idiote. Selon eux, il suffisait de la complimenter un peu pour qu'elle s'emballe, ce n'était qu'une idiote. Ils pensaient que les épéistes étaient parfaits parce qu'ils étaient impulsifs et faciles à tromper. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester longtemps dans cette situation. Ils ont dit qu'ils allaient s'amuser un peu avec elle, puis la libérer. À ce moment-là, elle s'est souvenue de ce que Denis avait dit. Si elle avait été attentive dès le début, cela ne serait pas arrivé. Ils pensèrent que c'était peut-être le cuisinier du restaurant où ils avaient été mangés la veille. Ils ont essayé de l'attaquer, mais rien ne fonctionnait. Denis était très fort. Il était bien au-dessus d'eux. En se jetant sur lui, il s'évanouit facilement. Essayant de courir, il les détruit tous comme s'ils n'étaient rien. Allongée sur le sol, elle demande qui est cette personne. Elle pense que c'est Denis qui la protège. Elle est tombée de la nuit. Elle vient parler à Denis. Elle lui explique tout ce qui s'est passé et lui dit que lorsqu'elle s'est réveillée, elle était allongée dans la guilde. La personne qui l'a aidée était un homme musclé armé de couteaux. De plus, les hommes qui l'ont attaqué ont tous été ligotés et emmenés en prison. Lorsque la guilde a enquêté, elle a découvert qu'il s'agissait d'un groupe criminel d'hommes recherchés. Elle trouve tout cela étrange et pense que c'est un cauchemar, mais elle sait que c'était réel. Cela montre simplement qu'il faut être plus prudent dans le choix des membres du groupe. Denis pense que c'est aussi de sa faute. Il estime qu'il aurait dû faire des recherches sur elle, mais elle lui dit que ce n'est pas vrai. Tout ce que Denis a fait, c'est trouver un groupe qui pourrait l'accepter. Soudain, l'estomac de la jeune fille commence à gargouiller de faim. Denis lui demande ce qu'elle veut manger, même sans argent. Il insiste pour qu'elle choisisse, en passant commande. Elle remarque que c'est un plat très cher, mais cela ne le dérange pas, et il va le préparer pour que la jeune fille le puisse manger. Denis allait fermer le restaurant, mais soudain, 2 autres filles apparaissent.
Il décide alors de fermer plus tard. Les deux filles demandent à Denny pourquoi il n'a pas ouvert plus tôt. Il explique qu'il était occupé. En le voyant de dos, Henrietta se rend compte que c'est lui qui l'a sauvé. Cependant, d'autres personnes finissent par arriver, et elle n'arrive pas à dire quoi que ce soit. Le lendemain, Henrietta est de nouveau au restaurant et essaie de parler de l'homme qui l'a sauvé. Mais Denise s'en fiche et lui demande ce qu'elle veut manger ce jour-là. Après avoir commandé un autre plat cher, Denise décide de le préparer. Il aimerait savoir pourquoi elle tient tant à cacher son genre pour intégrer un groupe. Même ainsi, il pense que la jeune fille doit faire les choses comme elle l'entend, car en fin de compte, Henrietta doit être elle-même. Peu après, les ramen sont prêts, et la jeune fille commence à saliver tellement elle a faim. Mais les paroles de Denise résonnent encore dans sa tête. Henrietta doit être qui elle est, vraiment. Elle court alors vers l'arrière du magasin. Elle commence à retirer toute son armure pour montrer à tout le monde qu'elle est en fait une fille. Dans son esprit, lorsque les gens commettent des erreurs, ils finissent par avoir peur de recommencer. Et parfois, ils perdent de vue qui ils sont vraiment. Mais au lieu de continuer à se cacher, elle est convaincue qu'elle doit simplement être elle-même. Atelier la complimente en lui disant qu'elle est très jolie, et Henrietta est heureuse d'entendre ces mots encourageants. En goûtant la nourriture, elle la trouve très bonne. Mais ce qui l'a vraiment touchée, ce sont les paroles de Denny. Cependant, il lui dit qu'elle doit trouver un emploi rapidement pour payer la facture qui s'accumule. Henrietta est nerveuse quand elle apprend que Denny note tout. Alors qu'elle ne s'y attend pas, une fille entre dans le restaurant. Denny lui souhaite la bienvenue, mais elle l'ignore et prend le menu pour le consulter. La jeune fille veut savoir quel est le plat le plus savoureux du restaurant. Pour Denny, tout est très bon, mais elle trouve ce genre de réponse inutile. Il lui recommande un peu de riz, mais la jeune fille n'a pas envie d'en manger. Henrietta suggère des pâtes, mais la jeune fille dit que c'est trop lourd. Tout ce qu'il recommande, la jeune fille le critique. Denny veut s'en prendre à elle. Mais Henrietta l'en empêche et lui demande de se calmer. Après tout, les jeunes passent par des phases de naïveté comme celle-ci. Atelier apparaît discrètement et recommande le riz frit. La jeune fille, embarrassée, décide de manger le plat qu'il lui recommande. Tout le monde est enthousiaste, et Denise se précipite pour préparer le repas. En voyant le plat prêt, la jeune fille est impressionnée par son apparence. Quand elle le goûte, elle le trouve délicieux. Denise lui demande si quelque chose de grave s'est produit. La jeune fille, embarrassée, ne comprend pas ce dont il parle. Il a remarqué qu'elle semblait essoufflée, comme si elle voulait se confier. Mais elle dit qu'il n'y a rien de particulier, qu'elle est juste venue pour manger. Denise comprend qu'elle ne doit pas en parler, mais elle l'interrompt et commence à parler. Elle dit que les gens autour d'elle ont un niveau très bas. Tout le monde est déçu, pensant qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Elle demande s'il veut l'embrasser à voir de quoi elle parle. Même si tout le monde répond que non, elle continue en disant que leur mentalité est très superficielle. Comme la fille était trop excitée, personne ne sait quoi faire et la laisse continuer à parler. Pour elle, tout le monde a un cerveau de la taille d'une cacahuète. Les personnes qu'elles ont rencontrées pour former un groupe n'avaient pas l'ambition de devenir un groupe d'élite. Denise lui demande si elle entend ce qu'elle dit à propos de l'ambition. Henrietta fait remarquer que Denise peut être un peu grossier quand il le veut. La jeune fille se met à crier désespérément, disant qu'elle déteste les gens sans ambition. Un groupe d'idiots démotivés qui se prétendent de jouer les aventuriers est quelque chose d'impardonnable. Bientôt, elle s'emballe encore plus et commence un discours. Les aventuriers doivent explorer des terres inconnues. Mais la plupart se contentent d'accomplir la mission de base, et c'est tout. Quand elle a dit cela, elle a été expulsée du groupe sans même qu'on lui dise au revoir. Denise demande à Henrietta pourquoi il n'y a que des fous dans le restaurant. Elle répond qu'elle ne sait pas. La jeune fille continue en disant qu'elle demande toujours à quitter les groupes qui ont ce genre de mentalité superficielle. Après tout, elle est sur 15 jours, elle atteint le sommet des aventuriers. Elle entrera dans l'aile d'argent et deviendra l'homme qui sera le plus grand magicien. Denny lui demande seulement de ne pas trop se forcer et de ne pas finir seul. En fin de compte, les aventuriers sont des aventuriers grâce à leur groupe. D'un ton arrogant, elle répond qu'elle ne sait même pas s'il existera un groupe capable de l'accompagner dans cette fantaisie. En se levant, elle dit qu'elle n'a pas besoin de monnaie, même si elle a payé le montant exact du plat. En partant, elle se présente comme Vivia Strange, et dit que la prochaine fois, elle voudra à nouveau du riz frit aux crevettes. Denny ne comprend pas pourquoi il n'y a que des fous dans son restaurant. Plus tard, Vivia revient, raconte ses histoires et commande le même plat. Cette fois, elle raconte qu'elle a décidé de rejoindre le groupe le plus puissant de la ville. La tropade a 9 ans au tournant. Denny la félicite et lui souhaite bonne chance.
Vivia se considère comme la personne la plus populaire au monde comparée à MrBeast. Denny lui demande si ses niveaux sont à la hauteur de tout ce discours. Mais pour elle, les niveaux viennent après. Elle dit qu'elle a beaucoup de techniques avancées et que c'est pour cela qu'elle est si populaire. Il ne lui reste plus qu'à mettre tout cela en pratique. Denny se rend compte qu'elle est très jeune et pleine d'énergie. Mais selon elle, le groupe l'a choisie pour son potentiel futur. Denny se contente d'acquiescer, en espérant qu'elle arrête bientôt de parler. La jeune fille pense qu'elle est à 2 doigts d'intégrer le groupe le plus fort. En mangeant, elle dit que c'est encore plus bon, et demande si, lorsqu'elle entrera dans l'aile d'argent, elle aura un surnom cool, peut-être quelque chose comme Mage des Ténèbres. Denny, quant à lui, a reçu le surnom de Riz-Frites légendaire, ce qui l'énerve à chaque fois qu'il l'entend. Dans son esprit, il trouve cool que la jeune fille veille toujours le meilleur. Si elle trouve un groupe stable qui la forme correctement, elle deviendra peut-être un jour une aventurière fiable. Quand il lui demande quelle sera sa première mission, elle répond que ce sera demain. Curieux, Denny veut savoir de quoi il s'agit. Vivia dit qu'il s'agit de rassembler des matériaux de synthèse rares. Denise prend peur et décide de vérifier son niveau. Niveau 17, un peu élevé pour son âge. Mais pour le 5e étage, l'idéal est d'être au-dessus du niveau 30. Ce n'est pas un endroit où l'on emmène des aventuriers de son niveau. Denise demande si ce n'est pas trop loin. La jeune fille est surprise qu'il sache que l'étage est profond, mais elle lui assure que tout ira bien. Les membres de l'élite lui apporteront tout le soutien nécessaire. Denise se souvient qu'elle avait dit posséder de nombreuses techniques avancées. Mais il soupçonne qu'elle les a seulement lues dans des livres et pense savoir les utiliser. Le niveau d'une personne montre la quantité et la qualité des compétences qu'elle a acquises. Les statistiques de base augmentent à chaque niveau, car les compétences deviennent plus précises et presque toujours actives. Si Vivia a vraiment acquis plusieurs techniques avancées, il est étrange que son niveau n'ait pas augmenté dans les mêmes proportions. Revenant à la jeune fille, elle dit que les gens ne voient en elle que ce qu'ils attendent, et pense toujours que Denny n'est jamais entré dans un donjon de sa vie. C'est un monde que seuls les aventuriers comprennent. Denny ne veut pas dire qu'il en a déjà été un, et se contente d'acquiescer. Mais la dernière fois qu'il y est entré, c'était au 37e étage. De retour à Vivia, elle est sûre que tout ira bien. Après tout, elle fait partie d'un groupe de haut niveau. Plus tard, Denny reste inquiet, car il sait que la jeune fille doit déjà être au 5e étage à ce moment-là. Il se demande s'il n'aurait pas dû l'en empêcher. Mais la règle des aventuriers est qu'on ne peut pas empêcher les gens d'agir. L'atelier s'inquiète pour Vivia. Soudain, quelques aventuriers apparaissent, espérant que Vivia va bien, disant que la faire descendre au 5e étage est déjà méchant. Le chef du groupe y va trop fort, et quand il s'y attend le moins, Denny les entraîne dans une ruelle. Il s'énerve et se présente comme les membres de la troupe de la brume nocturne. Il se jette sur Denny, qui les bat très facilement. En sortant de la ruelle, Denny décide de fermer les lieux pour voir si tout va bien avec Vivia. L'atelier veut qu'elle fasse attention, et ils se touchent les mains, comme un père et sa fille. La scène passe à Vivia, qui court pour échapper à plusieurs gobelins, et leur crie de rester à distance. Revenons un peu en arrière. Les membres ont demandé à Vivia d'affronter seuls les monstres du 5e étage. C'était un test pour qu'elle puisse rejoindre le groupe. De retour dans le présent, elle continue de courir et doit retourner au 3e étage le plus vite possible. Alors qu'elle ne s'y attendait pas, son pied se retrouve pris dans une étrange liane. Désespérée et ne sachant que faire, elle remarque qu'elle possède des pouvoirs magiques. En imposant de se souvenir du type de magie qu'elle avait vu dans le livre, son esprit fait un blanc total. Elle a réécrit toutes les formules magiques sur le papier plusieurs fois. Elle pensait les avoir mémorisées, mais elle est tombée de cheval. Et elle sait que si elle reste attachée, les gobelins vont la trouver. Alors qu'elle s'y attend le moins, une personne lui enseigne les étapes magiques de la magie, et elle parvient à se cacher. Les gobelins passent bientôt en courant, et elle remercie d'avoir été sauvée. Vivia est impressionnée qu'elle puisse utiliser ce type de magie ancienne, et elle ne savait pas qu'il existait un endroit où se cacher. La jeune fille explique qu'il est encore trop tôt pour se sentir en sécurité. Elles doivent encore trouver un moyen de s'échapper de cet endroit. Vivia se présente, et aimerait connaître le nom de la jeune fille, qui se présente rapidement comme Cynthia. Elle lui demande pourquoi elle se trouve là. Cynthia explique qu'elle a été abandonnée par son groupe alors qu'il fuyait les monstres. Elle est tombée dans un piège, mais personne n'est venu la sauver et tout le monde l'a abandonnée et s'est enfuie. Vivia est triste pour la jeune fille, mais elle sait que, quoi qu'elle fasse, elle n'a jamais été douée pour les bases de la magie. Elle a toujours causé beaucoup de problèmes à son groupe. Elle s'excuse de parler autant.
Cynthia pense qu'il vaut mieux attendre le groupe de Vivia pour être sauvé. Vivia explique que la même chose lui est arrivée et que personne ne viendra les sauver. Elle pense qu'elle a dû être trop prétentieuse. Peu importe le groupe dans lequel elle entre, elle provoque toujours des disputes et des discordes entre les membres. Elle pense avoir une personnalité horrible. La jeune fille ne croit pas que ce soit vrai. Vivia lui rappelle qu'elle ne sait rien de sa vie. Et Cynthia répond la même chose. Vivia remarque qu'elle a raison. Elle est impressionnée de n'avoir jamais parlé ainsi à quelqu'un auparavant. Cela la fait se sentir un peu mieux. Vivia décide qu'elle va servir d'appât pour permettre à Cynthia de s'échapper. Elle sait que si elle n'avait pas été sauvée, elle ne serait pas en vie à ce moment-là. Elle lui doit donc tout. C'est la première fois qu'elle se sent motivée pour faire quelque chose. Maintenant qu'elle y pense, elle se rend compte qu'elle a toujours vécu de manière égoïste. Elle regardait tout le monde autour d'elle avec mépris. Elle pensait toujours qu'elle était différente des autres. Elle lui a sauvé la vie. Elle a été réconfortée par la jeune fille. Maintenant, elle pense qu'au moins, elle doit sortir de la vivante. Elle le souhaite du fond du cœur. Vivia décide de distraire les monstres pour que Cynthia puisse s'échapper. En s'enfuyant, elle attire l'attention des gobelins. Vivia utilise son sort qui n'a aucun effet. Sur le point d'être éliminé, Denis apparaît sur les lieux en utilisant sa magie de pierre. Vivia commence à penser qu'il s'agit d'un monstre et tente d'utiliser ses pouvoirs. Cependant, Denis se présente et donne une table sur la tête de la jeune fille. Il lui prend la main et veut partir au plus vite, mais elle lui dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui est prisonnier. En entrant dans le trou où il se trouve, Denis ne trouve qu'un squelette et demande si c'est bien cela. Choqué, il cherche tous deux plus d'informations et découvre à la guilde des aventuriers que Cynthia a disparu il y a 13 ans. Elle s'est séparée de son groupe, au 5e étage. Après cela, elle n'a jamais été retrouvée et tout le monde pense qu'elle est morte à cet étage. Ils se rendent à tous les deux au cimetière pour faire leurs adieux à la jeune fille. Denis demande à Vivia si elle a déjà entendu parler de la légende selon laquelle, lorsque les aventuriers meurent dans les donjons, ils fournissent à porter les autres aventuriers. Vivia, en pleurs, dit qu'elle reviendra lui rendre visite. Elle promet qu'elle deviendra la magicienne numéro 1 au monde. En sortant du cimetière, Denis invite Vivia à aller manger quelque chose. Elle accepte. Denis lui demande de ne pas être triste et ressent à nouveau la magie de la jeune fille. On nous explique que, dans les temps anciens, lorsque les gens réalisaient quelque chose de mystérieux, des choses qui ne pouvaient être expliquées, tout ce qui leur tenait à cœur, ils commençaient à appeler cela de la magie. Si cela est vrai, elle était quelqu'un qui utilisait la magie, une magicienne. Et la jeune fille dit au revoir à Vivia. À la fin de l'animé, une fille apparaît au sommet d'une horloge, cherchant à comprendre comment les choses en sont arrivées là. Cependant, d'un autre côté, nous pouvons voir cette fille se demander pourquoi tout a dû se terminer ainsi. Elle s'appelle Bachel. Cet homme lui a demandé combien de temps il lui devrait pour corriger certains rapports, car cela prenait trop de temps. Elle s'est excusée, mais l'homme, très irrité, lui demande si s'excuser est la seule chose qu'elle sait faire. Il est clair que les abus qu'elle subit sont excessifs, mais elle n'a pas d'autre choix que de continuer à vivre sa vie. Maintenant, elle essaie d'équilibrer parfaitement certains comptes, mais malgré tous ses efforts, elle n'y parvient pas. Pour aggraver les choses, elle doit rester éveillée très tard, même si elle doit rester éveillée jusqu'à 3 heures du matin pour une tâche matinale. Bachel se sent très mal parce qu'elle n'a même pas mangé. Elle décide d'aller au restaurant qui vient d'ouvrir, mais quand elle arrive, elle voit qu'il est en train de fermer. Elle se sentait très mal d'avoir eu autant de malchance. Mais la serveuse la voit, lui demande si elle est une cliente. Puis la petite Fillon dit à la protagoniste que quelqu'un est arrivé et doit être servi. Comme Denis n'a pas le choix, il demande à Bachel de choisir ce qu'elle veut manger. Elle décide de commander le plat du jour. Elle remarque que l'ambiance dans cet endroit est agréable. Elle suppose que les deux sont des clients réguliers, mais elle ne pourrait pas faire la même chose car elle passe ses jours de congé à dormir et n'a pas d'amis à visiter. Le repas est enfin prêt, et Bachel est surprise car elle n'a jamais rien vu d'aussi beau auparavant. Quand elle y goûte, elle est enchantée, car c'est quelque chose d'inexplicable pour son palais. Henrietta lui dit que tout ce qu'il cuisine ici est incroyable et qu'elle recommande le vitrak katsudon, le ramen du sorcier et d'autres options. La femme s'en va. Vivia est surprise qu'elle en sache autant sur la nourriture. Mais la blonde précise qu'elle est la première cliente et celle qui est là depuis le plus longtemps. Cependant, Denise dit qu'elle est en fait la première à manger gratuitement car elle laisse toujours tout sur la note et part sans payer. Henrietta fait remarquer que Vivian n'a pas non plus d'emploi, mais le protagoniste affirme que oui, il paie tout ce qu'elle consomme. Bachel, devant toute cette confusion, ne peut s'empêcher de sourire, mais elle est sur le point de se mettre à pleurer sans s'en rendre compte.
Elle s'excuse immédiatement, mais intérieurement, elle pense que la nourriture y est exquise, l'ambiance agréable et les gens très gentils. Cependant, dans sa vie quotidienne, elle souffre de colère, d'abus et de commentaires extrêmement offensants. Elle doit travailler dur jusqu'à l'aube, presque tous les jours. Il s'avère que les habitants de son village avaient tellement confiance en elle, car elle était capable d'utiliser la magie depuis son plus jeune âge, qu'ils ont collecté de l'argent pour qu'elle parte à l'aventure et devienne une magicienne extraordinaire. En fait, quelque temps plus tard, elle a trouvé un emploi à cet endroit, ce qui était un excellent moyen de gagner de l'argent et de remercier les habitants de son village. Cependant, elle est désormais éloignée du secteur alimentaire et semble être revenue à sa triste réalité. Henrietta se demande si elle va bien. Le protagoniste demande à Vivia s'il connaît la jeune fille, mais il répond que non. Henrietta demande au protagoniste s'il pourrait faire quelque chose pour elle. Mais Denny leur rappelle qu'il n'est qu'un cuisinier. Elle devra régler ses propres problèmes. De retour à Bachel, son réveil a sonné au milieu de la nuit, mais elle n'a pas réussi à dormir ni à se lever. Malheureusement, après cela, elle s'est endormie et doit maintenant se dépêcher, car elle est arrivée très en retard au travail et s'est fait réprimander pour cela. Une fois dans un donjon, son partenaire est attaqué par un monstre, mais elle utilise le vent pour le sauver. Même si elle lui demande s'il va bien, l'homme la repousse de manière méprisante. Sur le chemin du retour vers la ville, elle marche, très triste, en pensant à la façon dont les hommes lui font porter toute la responsabilité. Car selon eux, elle aime embarrasser les gens. Tout près de là, les deux femmes marchent, tout en discutant des choix du menu de la protagoniste. Elles viennent de voir Bachel et ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter pour elle. Vivia sait que cela semble très grave, alors Henrietta plonge pour la rattraper dans les airs. Et Vivia utilise son sort de paume pour amortir la chute. Elle l'emmène immédiatement chez le protagoniste, qui pense que Bachel souffre peut-être d'un problème cardiaque, même si je suppose qu'il fait référence à quelque chose d'émotionnel. Les filles demandent s'il existe un moyen de la guérir, et Denny pense qu'un bon repos pourrait l'aider, du moins pour le moment. Vivia lui rappelle qu'elle est dans un brouillard nocturne et que ces hommes sont un cas sérieux. Denny promet qu'il leur parlera. En effet, pendant la nuit, les hommes se rendent au restaurant. Le chef, appelé Hopper, s'excuse auprès de Denny parce qu'il a entendu dire que l'un des siens causait des problèmes. Mais c'est le protagoniste qui s'excuse, car il a déjà agressé certains d'entre eux. Hopper a entendu dire qu'on y servait une excellente cuisine, et le protagoniste se rend compte que cet homme ne baisse pas sa garde et qu'il est au niveau 51, bien au-dessus de ce dont un simple aventurier aurait besoin. Hopper veut parler de Bachel, mais Denny précise qu'elle n'est pas en état de travailler pour le moment. L'idéal serait qu'elle reçoive un traitement pour améliorer sa santé, mais Hopper affirme que c'est impossible. Il préfère qu'il la livre et les laisse gérer la situation. En fait, ils lui remettent le contrat pour que le protagoniste le lise. Et Denny n'arrive pas à croire que cette fille avait signé un contrat aussi terrible. Le protagoniste dit qu'une telle quantité de travail n'est pas juste pour une seule personne. Hopper explique que c'est ainsi que fonctionne leur groupe. Mais le protagoniste fait remarquer qu'un aventurier peut entrer ou sortir d'un groupe quand il le souhaite. Et Hopper répète que ce n'est pas à lui de décider. Denny perd patience car il ne peut pas permettre qu'il continue à exploiter Bachel de cette manière. Il conclut que ces hommes sont des escrocs sans compassion, pas des aventuriers. Hopper l'avertit en lui disant qu'ils représentent la loi car c'est leur territoire. S'il continue à s'en prendre à Bachel, il le regrettera amèrement et lui dit que c'est son dernier avertissement. Là-bas, Bachel ne comprend pas pourquoi elle a été sauvée. Si elle allait mieux, elle serait mieux. Théier dit qu'elle la comprend. Elle a déjà vécu une expérience similaire auparavant. Elle lui raconte que tout lui a été enlevé et qu'elle a ensuite été exilée. De plus, elle a été vendue comme esclave. Et depuis lors, son envie de vivre a complètement disparu. Cependant, tout a complètement changé quand quelqu'un est apparu dans sa vie. Et maintenant, elle est très heureuse de continuer à vivre. Elle lui conseille de manger d'abord quelque chose de bon et de prendre ensuite une décision. Comme elle a déjà vécu quelque chose de similaire, elle comprendra toute décision que prendra Bachel. Cependant, elle lui conseille de vivre, car au final, la vie a ses aspects positifs, même quand cela ne semble pas être le cas. Revenant à Denny, il demande au bandit s'il se considère comme le roi, ou quelque chose de similaire. Hopper répond simplement que s'ils gouvernent la ville parce qu'ils sont le groupe le plus fort. Il y a une raison à cela. En fait, il pense qu'à l'Argentie, on est un exemple flagrant. Denny lui dit qu'ils ne sont pas du tout comme eux, mais Hopper s'en moque. Il était bien sûr conscient que les clients d'Al Argentia sont des nobles et des aristocrates. Il est donc naturel qu'ils soient à des niveaux différents. Mais en théorie, tous sont égaux.
Hopper trouve que cet endroit est très petit et qu'il brûlerait facilement en cas d'incendie. Les choses d'Optimus deviennent plus intenses qu'elles ne devraient l'être. Le protagoniste est à bout de patience, mais Kate arrive, surprise par l'atmosphère accueillante du restaurant du protagoniste. Denny demande la permission, mais il est en train d'avoir une conversation importante. Kate lui répond que non, elle n'est pas folle. Elle vient de la capitale et n'a pas l'intention d'attendre. Elle veut manger immédiatement. Hopper se demande qui elle est jusqu'à ce qu'il reconnaisse son armure cramoisie. Oui, une armure, bien sûr. Il reconnaît également les 2 épées rouges et les cheveux qui semblent pratiquement en feu. Oui, rien qu'en regardant la broderie dans son dos, il peut dire qu'elle était la vice-capitaine de l'Argentia. Il se demande quelle est sa relation avec son protégé et pourquoi il parle avec tant de familiarité. Denise demande à Kate d'attendre un instant. Il demande à Hopper de libérer Bachel du groupe, mais Larousse veut le tissu comme s'il s'agissait d'un nouveau jouet, car elle le trouve extrêmement mignon. Vivi demande à Kate quelle est sa relation avec Denny, et Larousse s'énerve parce qu'elle ne le sait pas. Le personnage principal ne leur a jamais rien dit à ce sujet. Bien qu'il tente de l'empêcher de parler, elle crie que le personnage principal était membre de l'Argentia et son ancien partenaire. Tout le monde est sous le choc. Et le plus inquiet, pour des raisons évidentes, est Hopper, car il ne souhaite pas se faire d'ennemis parmi les personnes occupant une telle position. Après avoir réfléchi un instant, il ordonne à l'un de ses hommes de brûler le contrat. Il décide alors de partir, mais Kate est déçue, car elle voulait un peu d'action, n'aimant pas que des gens envahissent ce qu'elle considère comme sa cachette. Le personnage principal précise que la cachette ne lui appartient pas, mais comme ils ne l'ont pas vue depuis un certain temps, il lui demande ce qu'elle souhaite manger. Les deux restent sous le chocolat, mais l'atelier lui demande également de préparer le plat spécial du jour de Bachel. Dès que le repas est prêt, Kate ne perd pas de temps et commence à se régaler, tandis que Bachel la regarde. Bien sûr, cette fois-ci, tout s'est bien terminé et la nuit s'est achevée dans le calme. La scène passe à la jeune fille, qui se rend à la base du clan. Son humeur empire de plus en plus. Ces derniers temps, les missions ne se sont pas très bien déroulées. En marchant distraitement, elle finit par heurter Vigo, le capitaine du groupe. Il est très irrité et demande à tout le monde ce qu'ils font là, à rester plantés là à regarder. Ils répondent qu'ils vont se préparer pour la nouvelle mission. Vigo leur ordonne alors de se dépêcher. Il se souvient que la jeune fille était allée voir Denny. Elle remarque que les nouvelles vont vite. Quand il lui demande ce qu'elle est allée faire au restaurant de Denny, elle explique qu'elle voulait simplement manger à Nouvelle la cuisine qu'il prépare. Nous sommes alors transportés dans le passé, où elle savoure une fois de plus la merveilleuse cuisine de Denny. Elle aimerait qu'il revienne dès que possible à l'Aile d'Argent. Le garçon ne comprend pas pourquoi, surtout maintenant. Elle explique que sans Denny, l'Aile d'Argent est au bord de l'effondrement. Denny n'a pas l'intention de revenir, mais la jeune fille insiste. Il était le pilier de l'arrière-garde, et depuis son départ, les membres les plus touchés par son absence sont en désaccord avec Vigo. Denny aime sa vie de cuisinier. Bien sûr, ses clients réguliers ont quelques cas en moins, mais il apprécie d'avoir un restaurant. À ce stade, il n'a pas l'intention de rejoindre ce groupe stressant et tendu. La jeune fille lui demande s'il ne reviendra pas, même si elle le lui demande. Denny répond que non. En fin de compte, il n'est pas un aventurier, mais un cuisinier. Senna revient vers la jeune fille, qui tente de convaincre Vigo de faire revenir Denny, mais le chef n'en a aucune intention. Il veut juste qu'elle ne s'implique plus avec Denny. La jeune fille se demande comment tout a pu déraper, car tout allait bien avant le départ de Denny. Mais l'homme ne veut pas discuter, et lui demande de ne plus aborder le sujet. Senna déménage au restaurant, qui est toujours plein. Bachel travaille désormais avec Denise. Même si on lui a conseillé de ne pas trop en faire après ce qui s'est passé, elle ne peut pas rester inactive ou tranquille, sauf lorsqu'elle travaille. De plus, sa petite vétérane est sur place avec elle. En servant ses clients habituels, Denise se plaint du fait qu'Henrietta ne soit qu'une profiteuse. Tout le monde est choqué d'apprendre que la jeune fille n'a toujours pas remboursé sa dette. Elle dit qu'elle n'a pas réussi à trouver un emploi stable, mais qu'elle paiera tout dès qu'elle en aura un. Denny lui demande de régler cela dès que possible. Les clients demandent si le restaurant arrive à suivre car il y a maintenant beaucoup de clients et peu d'employés. Denny répond que l'atelier fait tout son possible pour satisfaire tous les clients. Il finit par faire tomber une des cocottes et dit qu'il aimerait que Vivia vienne au restaurant lors de son prochain jour de congé car il a besoin d'aide. Henrietta se propose également au cas où il aurait besoin d'aide supplémentaire. Cependant, Denny affirme qu'il n'a pas besoin de son aide pour le moment. La jeune fille se demande quel genre de conseil Denny va demander à Vivia. La scène passe à Henrietta, qui prend sa douche.
Elle aimerait vivre dans un endroit où il y a au moins de l'eau chaude. Elle aimerait au moins pouvoir aller dans un bain public, mais elle n'en a pas les moyens. Elle a envoyé qu'elle doit gagner de l'argent rapidement pour pouvoir payer son patron. Elle se souvient des paroles de Denis qu'il a traitée de profiteuse. Dans son esprit, elle croit qu'il ne veut des conseils que pour la renvoyer. La scène change à nouveau. Denis discute avec Vivia. Il ne sait pas quoi faire, car il pense qu'Atelier a une petite amie. Dernièrement, il a commencé à lui donner de l'argent de poche. Depuis, l'Atelier sort souvent. Et quand on lui demande où elle va, elle ne le dit pas. Denis est de plus en plus irrité. Il a vu Atelier avec un garçon. Vivia pense qu'ils ne sont peut-être qu'amis. Mais Denis ne peut s'empêcher de penser qu'ils sortent ensemble. Ne sachant pas quoi faire, Vivia lui suggère de demander directement à la jeune fille, puisqu'il est si inquiet. Denis ne veut pas lui parler, car il pense qu'elle le traitera avec froideur. Vivia n'aurait jamais imaginé que Denis était aussi sensé. Denis a dit qu'il aimerait que le petit ami d'Atelier vienne chez lui avec une boîte de bonbons pour lui demander sa main. Si le garçon est faible et superficiel, il n'acceptera pas, il n'approuverait leur relation que si le garçon avait un niveau 80 ou plus. Soudain, Atelier apparaît et demande de quoi il parle. Denis prend peur et tombe par terre. Vivi a dit qu'il parlait en simplement d'apprendre à cuisiner. Atelier montre également son intérêt pour l'apprentissage de la cuisine. Denis décide de le renseigner, mais lui demande de commencer par faire la vaisselle. Il commence à enseigner, et Vivia reste à l'écart, remarquant que Denis accorde trop d'attention à l'atelier, et l'ignore. En voyant Atelier si dévoué, Vivia se souvient du passé, et de la personne qui lui a appris tout ce qu'elle sait aujourd'hui. Après avoir tous deux préparé les plats, Denis n'est impressionné que par celui d'Atelier. Même si celui de Vivia est le meilleur. Peu après, le réveil sonne et Atelier part sans dire où elle va. Bachel arrive, et Denis lui demande de manger les deux laments, car il doit sortir avec Vivia. Vivia ne veut pas y aller, mais Denis insiste, il veut les suivre. Soudain, Henrietta arrive sur les lieux. Denis lui demande d'aider Bachel à faire les cours, puis part en courant. Il trouve Atelier en train de discuter avec une dame, puis avec le garçon que Denis soupçonne d'être son petit ami. En les observateurs, il remarque qu'ils sont entrés dans une bijouterie. Il pense qu'ils sont sur le point de se marier, même s'il trouve cela prématuré. Il ne veut pas que cela arrive. Vivia a une idée de ce qu'ils peuvent faire. La scène passe à Henrietta et Bachel. Ce dernier veut savoir pourquoi Henrietta est si triste ces derniers temps. La jeune fille s'excuse et dit qu'elle réfléchit à un moyen de gagner de l'argent pour rembourser Denis. Elle craint que s'il continue ainsi, ils finissent par la détester. Bachel lui demande pourquoi elle n'arrive pas à économiser de l'argent alors qu'elle travaille. Henrietta ne le sait pas non plus. Plus elle gagne, plus elle dépense, car elle achète toujours des potions et entretient ses armes. Elle aimerait trouver un moyen d'aider Denis. Peu après, elles entendaient des gens parler de lui. On dit que le capitaine de la troupe de Nevoa Nocturna a été battu par un restaurateur. Tout le monde sait qu'il est un ancien Asa de Prata. Mais elles espèrent aussi qu'aucune finale de Nevoa Nocturna ne tentera quoi que ce soit contre Denis. La scène revient sur les deux personnages, qui écoutent la conversation depuis l'intérieur du restaurant. En collant leur oreille à la porte, ils entendent des choses suspectes, et Denis est très irrité. Soudain, une dame est agressée, et Denis se précipite pour attraper le voleur. Le criminel pense que Denis ne pourra pas l'attraper, car il n'est qu'au niveau 30. Mais en regardant derrière lui, il voit Denis courir sans utiliser aucune magie. Denis demande à Vivia si elle connaît une sorte qui pourrait l'aider à courir plus vite. D'un geste de la main, elle lance un sort qui lui permet de sauter. Denise lui demande de répéter le sort, ce qu'elle fait. L'homme tente d'éloigner Denise avec de la magie, mais juste devant lui, Henrietta apparaît et l'intercepte. Elle saute et le met KO d'un seul coup. Elle demande si elle a bien fait, et Denise la félicite en lui caressant la tête, ce qui la rend extrêmement heureuse. De retour au restaurant, les filles sont surprises de constater qu'Atelier est vraiment en couple. Denise demande pourquoi Henrietta est triste, et Bachel explique qu'elle craint d'être bannie. Denise lui assure qu'il ne l'expulserait jamais, car elle apprécie beaucoup la cuisine qu'il prépare. Soudain, Atelier apparaît, passant sans parler à personne. En s'approchant de Denis, elle lui remet un cadeau. Elle est très gênée, et Denis est embarrassé d'avoir soupçonné. En l'ouvrant, il se rend compte qu'il est de la couleur de ses yeux, et en est très heureux. La scène passe à Vigo, qui discute avec une personne mystérieuse. Peu après, notre protagoniste est très fatigué d'avoir cuisiné toute la journée. Il demande alors à Atelier de nettoyage de l'extérieur. Soudain, un homme apparaît et s'agenouille au pied d'Atelier. Tout le monde se demande ce qui se passe. Il se présente comme Stevens, le majordome. Elle fait partie de la famille Everstad.
Tout le monde reste perplexe, mais comprend rapidement qu'elle appartient à une famille riche. La maison Werkstadt est la plus grande famille de magiciens du royaume. Leur lignée est au sommet de tous les magiciens du monde. En s'asseyant, l'homme se met à pleurer en voyant la jeune fille servir de la nourriture dans un restaurant de mauvaise qualité. Denny est stressé, mais il veut d'abord comprendre ce qui se passe. L'homme explique qu'il était majordome dans la résidence des Werkstadt. Il s'appelle Stevens. À la demande de la Cour royale de justice, il est venu chercher Atelier. Le père de la jeune fille est décédé, et leur Famas a un frère cadet, Joseph, qui a volé l'héritage qui appartenait à l'atelier. Il a utilisé comme justification l'argument selon lequel elle n'avait pas le sang des Werkstadt. Il l'a expulsée de la famille. Cependant, le testament du père de la jeune fille a été découvert, et Atelier est l'héritière légitime de la maison Werkstadt. Le testament stipule qu'elle doit hériter de toute la richesse et du pouvoir de la famille. Le gouvernement royal a officiellement reconnu la volonté du père d'Atelier. Et la Cour de justice a accepté d'enquêter sur la légitimité d'Atelier. En tant qu'héritière, il demande à la jeune fille de revenir et de vaincre Joseph, devenant ainsi le prochain chef de la famille Werkstadt. Cependant, cela n'a aucune importance pour elle, et ne souhaite pas retourner dans cet endroit. Stevens commence à désespérer, et la fourniture de ne pas rester dans un endroit aussi sordide. Denny sait qu'au bout du compte, il n'est qu'un cuisinier dans une petite ville, et qu'Atelier est la fille d'une famille noble. Certaines des remarques de Stevens sont pertinentes. Quand il demande à la jeune fille si elle souhaite vraiment rester là-bas, elle répond que oui. Denny lui explique qu'en pensant à l'avenir, il ne pense pas que ce soit quelque chose qu'elle devrait ignorer. Un jour, l'atelier devra résoudre ces questions. La jeune fille décide de partir, mais seulement si Denny l'accompagne. L'homme décide de l'accompagner pour l'aider, et le restaurant sera confié à Henrietta, qui mangera probablement toute la nourriture. Atelier souhaite régler tout cela le plus rapidement possible et ne veut pas retourner dans la capitale royale. S'il y avait un moyen de régler tout cela sans y retourner, ce serait mieux. Stevens leur demande dès que possible et traite Denny d'aller. L'homme est stressé et aimerait frapper le vieil homme. En arrivant à la capitale royale, Denny pense qu'il ne reviendra jamais à cet endroit. Cependant, en regardant sur le côté, il aperçoit le restaurant le plus sophistiqué de la ville, dont la cuisine est réputée pour être la meilleure de toutes. Ils décident de s'y arrêter pour manger. Peu après, ils arrivent au manoir, qui appartient à la jeune fille. En entrant dans la salle destinée au prélèvement sanguin, elle est très effrayée, et lorsqu'on lui fait la piqûre, elle s'évanouit dans les bras de Denny. Ensuite, ils doivent se rendre dans une autre pièce, et Denny pose davantage de questions sur toute cette situation. Stevens explique que l'ancien chef de famille, Lord Famas, possédait un puissant pouvoir d'hypnose. Il était capable d'utiliser la magie liée au contrôle mental. Il existe certaines formes de magie qui ne peuvent être acquises que par des lignées spécifiques ou par des individus aux talents exceptionnels. Ce sont des cas très particuliers. L'une de ces formes est la magie de l'hypnose, qui affecte l'esprit et l'âme. La maison Werkstadt possède cette lignée magique. Le père d'Atelier était un homme bon qui a utilisé ce pouvoir pour sauver de nombreuses personnes. Cependant, son jeune frère convoitait sa position, et certains disent que c'est lui qui a commandité le meurtre du couple. La légitimité de la lignée d'Atelier a alors été remise en question, et Alapkla a été expulsé. Tout lui a été enlevé, et la jeune fille a été tellement bouleversée qu'elle semblait incapable de se relever. Cependant, Lord Famas a eu la sagesse de laisser un testament. Maintenant que ce document a été découvert, le gouvernement royal a ordonné une nouvelle enquête sur la lignée d'Atelier. Cette vérification sera réalisée à l'aide d'un objet magique conçu à cet effet. Le sang de la jeune fille sera placé dans une sphère magique. Ensuite, le sang de Lord Famas, qui est sous la garde du gouvernement royal, y sera ajouté. Si la sphère prend la forme d'une fleur, cela servira de preuve que les deux partagent un lien de parenté au premier degré. Même en utilisant le sang de l'épouse de Lord Famas, Lady Eliza, le résultat a été le même, prouvant qu'Atelier est sans aucun doute la fille de Lord Famas et de Lady Eliza. Elle remporte donc l'affaire. Peu après, ils sont conduits devant le juge. À leur arrivée dans la salle, Joseph est déjà présent et commence à provoquer Denny pour avoir été expulsé des ailes d'argent. Le juge commence à lire le testament laissé par le père d'Atelier. Déclare qu'elle est bien l'héritière légitime de celui-ci et de son épouse, ainsi que du titre de chef de famille. De plus, toute la fortune laissée lui revient de droit. Les connaissances et les livres de la famille sont légués à son jeune frère, Lord Joseph. Ce tribunal a été réuni pour déterminer la légitimité du testament.
L'avocat de Joseph soutient qu'Atelier Workstate est bien la fille de Lord Famas, mais qu'elle est le fruit d'une relation avec une maîtresse d'origine modeste. Pour lui, cette lignée ne serait pas digne d'hériter de la direction d'une famille qui domine tous les autres magiciens. Peu après, le juge propose un tirage au sort afin que la décision soit juste, et c'est Stevens qui tire le bâtonnet. Le premier test prouve qu'Atelier est bien la fille du Seigneur. Cependant, le deuxième test indique qu'elle n'est pas la fille de Lady Eliza. Face à cela, le juge décide de valider qu'Atelier est la fille du Seigneur, mais pas de la dame, ce qui implique la nécessité de réviser le testament. Ainsi, elle a le droit de conserver tous les livres de la famille, tandis que Joseph conserve toute la fortune. Joseph accepte. Cependant, avant que le juge ne rende son verdict, Denny remarque que Stephen saigne et découvre qu'il a falsifié le sang de madame. Denny l'attrape par le col et révèle que Lord Joseph lui a promis de lui rendre son poste de majordome en chef s'il obéissait. Le juge ordonne à Denny de s'asseoir immédiatement, mais celui-ci est très en colère et dit qu'il n'a jamais pris de bâtonnet marqué. Toute cette confusion trouve son origine dans la problématique testamentaire. Pris de rage, il associe l'homme et menace d'attaquer quiconque tentera de l'empêcher. Vivien intervient, lui demandant d'arrêter, sinon il sera considéré comme l'ennemi juré du royaume. Denny recule et est emmené dehors. En raison de ses actions, les preuves deviennent invalides et Atelier ne conserve que les livres. En se rendant au lieu de stockage, elle finit par entrer dans une pièce qui contient les livres les plus importants du monde. Il pense que le père de la jeune fille savait déjà que quelque chose comme cela pourrait arriver, et c'est pourquoi il lui a laissé l'héritage légitime de ses livres. En sortant pour retourner au restaurant et ranger les livres, Vivia aperçoit un homme qui ressemble beaucoup à Denny, entrer dans le château. L'homme connaît Denny depuis longtemps, et c'est ainsi que se termine un autre épisode. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, et à bientôt. À l'extérieur, plusieurs personnes veulent encore manger la nourriture de notre protagoniste Denny. Pendant ce temps, Vivia et le docteur Calotte savourent la nourriture de Denny. Tous les clients qui se présentent sont des magiciens et des sages. Vivia a entendu des rumeurs sur les livres de magie dont l'atelier a hérité. Tout le monde est impressionné par le fait que les secrets magiques se trouvent que dans ces livres. Les magiciens apprennent beaucoup grâce à ces livres donnés par l'atelier. Denny crie à tout le monde dès qu'ils ont fini de manger. Car c'est un restaurant et non une librairie. Soudain, un homme se lève et s'excuse de déranger. Mais grâce au livre qu'il tient entre ses mains, il peut guérir la maladie de sa femme. Le garçon est très reconnaissant envers l'atelier, car il peut désormais essayer de guérir la maladie de sa femme. Bien sûr, tout le monde veut emprunter des livres, mais Denny fait une exception. Peu après, d'autres clients arrivent, et Denny est encore plus enthousiaste à l'idée de pouvoir cuisiner pour les gens. Il met alors à profit ses talents pour cuisiner plus rapidement. L'atelier est impressionné par la concentration dont fait preuve Denny. On nous en apprend un peu plus sur le passé de Denny. Il mangeait des déchets pour survivre, et restait toujours sous la pluie, car il n'avait nulle part où aller. Ses yeux étaient sata comme ceux d'un mort, et le froid de la nuit lui donnait toujours la grippe. En regardant sur le côté, il voit une femme qui a laissé tomber son portefeuille et Denise sort pour le lui rendre. La femme dit que c'est son portefeuille et qu'elle va le lui rendre. Denise pensait qu'elle aurait des problèmes si elle ne l'avait pas en sa possession. Peu après, elle l'emmène dans son restaurant pour qu'il puisse manger un peu. En goûtant la nourriture de la femme, Denny est devenu plus heureux et a commencé à la dévorer. Nous sommes ramenés à l'époque actuelle de l'anime. Denny a fini par attraper un gros rhume, et toutes les filles semblent inquiètes pour lui car il a l'air fatigué. Il finit par s'évanouir, mais Denny veut quand même travailler. Mais les filles l'en empêchent, et vouloir qu'il se repose un peu plus. Denny essaie de se lever pour pouvoir travailler, mais les filles l'en empêchent, car elles ont fermé le marché. En regardant sur le côté, il remarque que l'atelier a l'air de pleurer. Les filles répondent qu'elle était très inquiète pour le garçon. Elle n'a arrêté de penser à toutes sortes de choses négatives. Denny lui exige de se calmer. Ce n'est rien de grave, c'est juste une grippe. En quelques secondes, pendant qu'il dormait, le médecin a examiné le garçon et a dit que c'était probablement juste un rhume, mais qu'il pensait que tout cela était lié à l'épuisement dû au travail. Depuis son retour de la capitale, il n'a pas pris de repos et est très occupé tout le temps. La prochaine fois qu'il se réveillera, ils lui donneront un médicament pour qu'il puisse aller mieux. Toutes sortes, ne laissant que l'atelier. Les filles sont impressionnées par le fait qu'elles aiment vraiment Denny. En quittant les lieux, toutes réfléchissent à un moyen d'aider Denny. L'une d'elles a l'idée de lui préparer du porridge. Elles doivent se dépêcher afin qu'elle puisse se rétablir au plus vite. Soudain, la jeune fille revient avec une armure pour pouvoir cuisiner.
Elles ne savent pas quoi lui faire manger. Henrietta revient avec de la viande. Vivi lui demande si c'est tout ce qu'elle sait manger, car elles ont besoin de quelque chose de plus léger pour lui. Les deux commencent à se disputer parce qu'elles veulent presque couper la table. Soudain, Sestavitch apparaît et demande ce qui se passe. Sena retourne à l'atelier, où elle prend sa température, et remarque qu'il a vraiment beaucoup de fièvre. Au fond, elle pense que c'est de sa faute s'il est dans cet état. Elle veut qu'il se rétablisse le plus vite possible, afin qu'ils puissent à nouveau cuisiner ensemble. Sena retourne à nouveau dans le passé, où le garçon est devenu très espiègle et voulait cuisiner tout le temps. Peu après, il quitte les lieux en courant pour ne pas se faire gronder. Le chef apparaît et demande ce qui se passe. L'homme répond que Denis passe son temps à faire des bêtises. Il a mal coupé le chou et l'a réduit en poudre. L'homme lui demande de groder le garçon, car depuis qu'il l'a adopté, il ne cesse de faire ce genre de bêtises. L'homme répond que c'est de sa faute, car elle porte trop de nids. La jeune fille lui demande de se calmer, car il comprendra certainement, et ne fera plus autant de dégâts qu'aujourd'hui. En arrivant au restaurant, Denis a réussi à cuisiner un bon repas, et il est sûr que cette fois-ci, quelqu'un va l'apprécier. Mais une fumée d'encens dégage. Quand il le propose à la femme, elle hésite. Mais après l'avoir goûté, elle se rend compte qu'il est horrible. Le chef arrive et utilise un sort pour l'améliorer. En le goûtant, elle se rend compte qu'il est délicieux. La femme dit que son apprenti chef a oublié d'ajouter un ingrédient essentiel. Denis est contrarié d'avoir mis sa maîtresse dans une situation compliquée. La femme lui demande s'il comprend maintenant qu'il doit utiliser ses compétences à bon escient. Denis répond que oui et dit que tout va bien. Il se met à pleurer d'avoir pensé avoir fait un bon riz frit. Elle lui demande simplement d'étudier un peu plus et d'écouter davantage les gens. Denis promet qu'il va commencer à écouter davantage. Denis veut savoir comment elle a fait cela. Elle a utilisé son pouvoir de combinaison pour arranger le riz. Elle répond que ce n'est qu'un jeu d'enfant, car son surnom est légendaire du riz frit. Denis demande s'il peut le faire aussi, et elle répond que oui. La scène revient au restaurant, et elle demande à Sestavitch pourquoi il est là. Il ne cache rien et répond qu'il est fou de magie. Parmi les volumes dont Atelier a hérité, il y en a un qu'il a désespérément envie de lire, et c'est pour cela qu'il est venu. Mais cette situation indique que le repas de Denis est prioritaire avant un grimoire. Il veut savoir ce qu'ils vont faire pour lui. L'homme pense qu'il vaut mieux que tout le monde cuisine du riz. Une fois que le riz est délicieusement cuit, c'est là que la création du porridge de riz commence vraiment. Ce dont il devrait discuter à ce moment-là, c'est de la meilleure façon de cuisiner un riz délicieux en utilisant la magie. Tout le monde discute loin d'Henrietta et elle se retrouve isolée dans cette conversation. Henrietta profite du fait qu'ils discutent tant pour s'asseoir et boire un peu de thé. Ils vont utiliser le feu fantôme et les flammes pour cuire le riz. La variation de chaleur résultant du double tri sera corrigée à l'aide d'une cocotte avec des catalyseurs magiques qui stabilisent la conduction de la chaleur. Il est certain que c'est la meilleure façon de cuire le riz à l'aide de la magie. Mais il aimerait savoir comment ils vont transformer le riz en bouillie, tout d'un coup. Polvo apparaît sur les lieux, offrant une réduction de 50% pour qu'il puisse faire du riz. De plus, il existe un moyen de faire du porridge. Soudain, Atelier apparaît, disant que Denis va déjà beaucoup mieux et qu'il pense qu'il devrait pouvoir manger du porridge. À la tombée de la nuit, Atelier apporte à Denis du porridge avec des œufs, afin qu'il puisse se rétablir le plus rapidement possible. Il trouve cela délicieux, et se souvient de son maître. Atelier a préparé les œufs, mais c'est Polvo qui a fait la bouillie. L'homme s'énerve et demande pourquoi Polvo a fait la bouillie. La scène passe à Henrietta, qui se promène en ville avec Vivia. Les gens sont intrigués par le fait qu'elle ne soit pas au restaurant de Denis. Elles répondent que le restaurant des aventuriers est fermé pour des raisons commerciales. Aujourd'hui est un jour très spécial pour eux. La scène passe à Denis, qui est prêt à sortir. Mais Atelier porte toujours son tablier, et Denis lui demande de l'enlever, car ils n'en ont pas besoin là où ils vont. Même si ce n'est pas nécessaire, elle préfère le garder et continuer à le porter. Après un certain temps, Henrietta et Vivia arrivent sur place pour qu'ils puissent tous partir ensemble. Avant de partir, Henrietta pense qu'il vaut mieux vérifier certaines choses. La scène passe à tous les personnages dans un spa, et Vivien est impressionné par les muscles de Denis. L'homme pense que c'est le minimum qu'un homme puisse avoir. Mais avant qu'il ne s'emballe autant, Denis lui demande pourquoi il est si maigre. Le garçon répond qu'il est magicien. Donc tout va bien, il n'a pas besoin de muscles pour aller au front. En fait, c'est un mystère que quelqu'un ait autant de muscles que Denis. Notre protagoniste lui demande de faire 1000 pompes en équilibre sur les mains tous les jours, afin qu'il puisse avoir plus de muscles. Vivia disait toujours qu'il n'était pas humain. Et maintenant, elle en est absolument certaine.
Denis lui demande pourquoi il est toujours en serviette, puisqu'ils sont les seuls hommes. Vivia préférait rester en serviette, mais l'homme commence à s'énerver et veut qu'il l'enlève rapidement. Au bout d'un moment, ils se retrouvent tous dehors pour manger copieusement, les adultes avec de la bière, les enfants avec des sodas. Denis demande alors à Henrietta de faire le premier discours. Elle demande si c'est elle qui doit le faire. Au moment de commencer à parler, la jeune fille est très tendue et Denis lui demande de se détendre un peu avant de commencer à dire des bêtises. Elle commence alors à parler correctement. Henrietta remercie tout le monde pour leur aide, et après un certain temps, elle a finalement réussi à trouver un emploi bien rémunéré. Elle ne rejoindra pas un groupe d'aventuriers, mais l'ordre royal des chevaliers. Elle a beaucoup hésité pendant cette période, mais elle voulait un travail qui lui permette d'aider les gens. Vivia a également réussi à trouver un nouveau groupe. Ce n'est pas le plus grand, ni le meilleur, mais c'est un pas vers le statut de mage puissant. Tout le monde lui souhaite bonne chance et cesser d'être une niche. Pour finir, c'est maintenant au tour de Bachel. Elle a décidé de retourner chez ses parents. Elle va passer quelque temps là-bas, puis devenir professeure à l'école de magie, dans la capitale royale. Denis répond qu'elle a dit avoir été invitée avant d'obtenir son diplôme. Tout le monde aime beaucoup cette fille parce qu'elle est très talentueuse. Mais quoi qu'il en soit, ils vont célébrer les nouveaux chemins empruntés par chacun. Ils vont beaucoup manger et faire la fête. Après un certain temps, ils ont tous beaucoup bu et mangé beaucoup de viande. Vivia et Denis remarquent qu'Atelier et Bachel sont devenus de bons amis. Après avoir discuté un moment ensemble, Vivia se rend compte que tout le monde s'en va et se renvoie un peu triste à l'idée de vivre sans eux. Henrietta demande si elle doit reporter un peu son emploi, et Bachel aimerait également reporter son voyage. Denis lui demande de se taire. Finalement, ils vont demander à faire quelque chose qu'ils voulaient faire. Livia se rend compte que Denis a une raison. Henrietta décide de quitter la ville dès le lendemain. Après un moment, il décide de manger encore un peu, et Denis prépare le plat qu'il a l'habitude de faire, du riz. Alors qu'il ne s'y attendait pas, Polvo arrive sur les lieux, incapable de résister à l'odeur alléchante de la nourriture, et obligé de se joindre à eux pour manger. Il n'a jamais mangé de riz frit aussi bon que celui-ci. Denis se souvient que c'est le marchand malhonnête qui trompe toujours les gens. Il répond que c'est bien lui, et se rend compte que Denis s'est beaucoup amélioré. Denis veut savoir le nom de l'homme, qui s'évanouit aussitôt parce que Denis ne connaît toujours pas son nom. Atelier dit qu'il s'appelle Polvo. Puisqu'il se souvient de son nom, il demande à Atelier s'il veut travailler dans son magasin. Mais avant qu'il ait fini de parler, Denis lui donne un coup de poing dans la tête et lui demande de ne plus inviter ses filles publicitaires. Il ne lui pardonnera cette fois-ci que parce qu'il l'a aidé l'autre jour. Grâce à lui, il a mangé une excellente bouillie de riz aux œufs. Il envisage également de créer un nouveau plat pour le menu à l'aide de la machine. Polvo remercie Denis d'avoir apprécié ses commentaires. Denis lui demande pourquoi un vendeur malhonnête comme lui veut cet endroit. Polvo demande de ne pas le traiter de malhonnête devant Atelier. Quand il a appris que Denis était sur place pour préparer un barbecue afin d'offrir un festin, il a pourtant apporté un énorme morceau de viande de choix. Denis décide de profiter de cette gentillesse et d'accepter. Lors du lancement en l'air, Denis commence à trancher la viande avec une extrême facilité et tout le monde est très impressionné. Tout le monde trouve cela très bon et commence à manger cette viande merveilleuse. Polvo voulait offrir un morceau de viande à Atelier, mais elle l'offre à Denis. Soudain, Polvo apparaît derrière et demande à Atelier de lui donner aussi à manger. Elle offre de la nourriture à l'homme, qui est dans un état végétatif et finit par s'évanouir. Après un certain temps, ils font tous la vaisselle et s'amusent beaucoup sur beaucoup. Au bout d'un moment, Vivia se souvient qu'il s'appelait Denis Blacks, et elle rend maintenant presque certaine qu'il est apparenté à l'une des personnes qui travaillent au moule là-bas. Il explique que le nom qu'il utilise est celui de la chef cuisinière, sa mère adoptive. Mais il ne veut plus utiliser ce nom, car elle est partie en mauvais termes. Ils ont eu une grosse dispute alors qu'il était proche du niveau 90. Avec le recul, il était devenu très arrogant et a essayé d'éviter cela. Tout le monde se rend compte que même Denis a traversé une phase comme celle-ci. Vivia comprend maintenant pourquoi il est si fort à cet âge, et en plus, il est au niveau 99, qui est pratiquement la limite. Denis pensait également qu'il atteindrait bientôt le niveau 100. C'est pourquoi il a quitté le restaurant Blacks. Il est passé par plusieurs endroits différents pendant ce temps. Denis voulait se vanter auprès du chef cuisinière, et c'est ainsi qu'il est entré dans l'aile d'argent. Denis répond que oui, et c'est pour cela qu'il est resté plus longtemps. Malgré tout, ils lui ont été d'une grande aide. Mais au final, il n'a pas atteint le niveau 100. La scène passe aux deux filles, qui vont manger un morceau. Cependant, elles se rendent compte qu'il est fermé.
Peu après, deux personnes apparaissent et poussent les filles. Elles sont stressées et réussissent à les arrêter. Mais elles se rendent compte que le restaurant de Denis est en feu. La scène revient sur Denis, qui arrive près de la ville, mais il voit que son restaurant est en feu et se précipite pour voir ce qui se passe. En arrivant sur place, il trouve les bandits qui ont mis le feu au restaurant. Ils font partie de la troupe de la brume nocturne. Ils s'en fichotent complètement, car ils sont trop convaincus, et c'est ce qu'ils méritent. Mais ils disent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a Asa de Prata et la maison Werstadt. Comme tout le monde veut écraser Denis, tout est fini pour lui. En voyant le restaurant entièrement détruit, il commence à se remémorer les moments heureux qu'ils y ont passés. Henrietta se met à pleurer, car elle mangeait toujours gratuitement dans cet endroit et n'a plus où manger désormais. Vivia est également très stressée par le fait que les gens en veulent à Denis. Bachel se met à pleurer parce qu'il pense que c'est de sa faute si le capitaine de la troupe de la brume nocturne en veut à Denis. Denis répond que personne n'est responsable de ce qui arrive à son restaurant et qu'il ne s'attend pas à ce que l'aile d'argent soit impliquée dans tout cela. Joseph Bergstad a probablement suivi les instructions de Vigo par l'intermédiaire de l'aile d'argent. La troupe de la brume nocturne a simplement été sous-traitée pour provoquer l'incendie. Denis, qui s'est immiscé de son propre chef, était trop convaincu qu'il pourrait tout faire tout seul. Vivia lui demande s'il ne souhaite pas qu'il les retrouve tous pour en finir et obtenir vengeance. Denis décide qu'il va essayer de construire un restaurant dans une ville plus petite, car il n'y a aucun moyen de lutter contre un noble puissant et contre le plus grand groupe d'aventuriers, sans compter quelques hommes de main relativement forts. Malgré tout, je remercie tout le monde. En arrivant à l'intérieur des terres, il se rend compte que ses économies sont toujours là, et avec Atelier, ils vont créer un nouveau restaurant. Cependant, à l'extérieur, un groupe de personnes étranges apparaît, et ainsi se termine un autre épisode. Lorsque les trois sont revenus, le protagoniste a immédiatement remarqué l'intensité dans leurs yeux, comme si cette fermeté était une barrière infranchissable. Il était évident qu'il ne lui donnerait aucune chance de s'échapper, surtout lorsque l'obscurité de la nuit s'installerait. Elle était convaincue. Elle montrait qu'elle avait enfin compris sa véritable essence. Dans son esprit, il était quelqu'un qui ne se souciait pas d'être observé par des inconnus, mais qui réagissait avec irritation lorsque des personnes très proches découvraient des faiblesses. Elle soulignait mentalement qu'il ne percevait pas la présence de toutes les personnes réunies autour de lui, toutes motivées par l'inquiétude et l'affection sincère qu'elles éprouvaient pour lui. Il lui demandait en silence d'accepter que, tout comme lui avait souffert, chacun d'entre eux portait en lui des marques de douleur qui ne pouvaient être effacées. Elle ne cessait de lui rappeler que tous étaient dans ce restaurant, parce qu'ils avaient été rejetés dans d'innombrables endroits et le suppliait de comprendre qu'il y avait des gens qui avaient besoin de lui et qui souhaitaient qu'il reste à leur côté. Bientôt, la poussière qui s'éleva indique clairement que le protagoniste n'avait pas l'intention de pardonner à ceux qui oseraient entendre bénir Atelier. Le poids de ce sentiment était si fort que les deux autres confirmèrent sa position. Rappelant qu'ils ne supporteraient pas de perdre les repas extraordinaires qu'ils préparaient, car ils passaient leur journée sans rien à manger. Des personnes qui pensaient à surgir de nulle part ont également manifesté leur soutien, même si le protagoniste lui-même ne savait pas qui elles étaient réellement. Face à tout cela, Denis se sent pathétique. Se rappelant qu'il avait conseillé à tout le monde de ne jamais renoncer à ce qu'il chérissait, mais qu'ironiquement, il suivrait maintenant le chemin inverse. En observant le visage de chacun des présents, il a reçu un regard d'approbation d'Atelier, qui le poussa à lâcher prise et à admettre qu'il était prêt à réessayer. Cette décision réjouit ceux qui l'entouraient, même si Denis se dit mentalement qu'il ne voulait pas être traité comme un perdant. Henrietta, cependant, avait déjà utilisé ce mot, et remarquant son malaise, s'empressa de s'excuser. Sans raison apparente, la blonde suggéra d'ancienner une équipe et de lui donner un nom afin de créer une identité. Denis hésite, mais c'est Atelier qui suggéra de l'appeler le restaurant des rejetés. Malgré son ton lourd et étrange, le titre semblait parfaitement convenir à cette situation. Denis ne semblait pas enthousiasmé par ce nom. Mais les autres l'acceptèrent sans hésiter. Vivia exigea alors mentalement au protagoniste de dire quelque chose, et celui-ci prit une profonde inspiration avant de déclarer qu'ils écraseraient leurs ennemis, quoi qu'il en coûte. La contre-attaque était lancée. Vivia connaître voulait le plan, mais cela le rend pensif, car il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, Kate apparaissait fréquemment, s'excusant à voix basse pour son retard. Au nom d'Asa de Prata, elle se montre également désolée pour l'incendie. Mais Denis la rassura, estimant que ce n'était pas sa faute. Kate, cependant, révéla qu'elle avait entendu une conversation entre Vigo et un homme cagoulé au sujet de l'incendie d'un restaurant en particulier. Elle expliqua que Vigo n'avait pas mis le feu de ses propres mains,
mais qu'il avait fourni des informations, devenant ainsi complice indirect. Dès qu'elle le put, elle prévint le protagoniste, mais tout le monde savait qu'il était trop tard. Il répéta néanmoins qu'il n'y avait pas de problème, mais exigea des explications sur les agissements de Vigo. Kate raconte que, bien qu'il ait agi seul, elle se sentait responsable de ne pas l'avoir empêché. Elle reconnaissait cependant sa position de vice-capitaine de Silverwing, et était consciencieuse que son devoir était de protéger. Elle révèle cependant qu'elle expose tout cela parce qu'elle savait que le protagoniste prendrait des mesures contre Vigo et son groupe, et que pour cette raison, elle ne pourrait pas l'accompagner. Denny s'excuse, réalisant qu'il n'aurait pas dû poser ces questions, car Vigo lui avait également causé d'innombrables problèmes. Pour une raison quelconque, Kate interrompit le raisonnement et affirme qu'elle allait simplement y réfléchir tranquillement. Mélanie me passa directement au moment où les enfants restèrent bouche bée devant la présence d'une personne de niveau 100. Denny confirma et révéla qu'il s'agissait de Jim Black, chef cuisinier du Black Restaurant. Les enfants croyaient qu'elle était puissante et intimidante, mais la réalité était bien différente. Vivien expliqua mentalement que le niveau 60 était la limite pour la plupart des talents, que peu dépassèrent cette marque et que très rares atteignaient le niveau 80. Parmi ceux-ci, très peu parvenaient à atteindre le niveau 90 et la plupart succombaient en dépassant le niveau 99. Ceux qui atteignaient le niveau 100 voyaient leur nom inscrit dans l'histoire. Le protagoniste interrompit ses pensées, se disant qu'il savait déjà tout cela et qu'il ne comprenait pas tant d'enthousiasme. Il continue néanmoins à expliquer que ceux qui atteignaient le niveau 100 recevaient le titre de souverain. Parmi eux se trouvait Yuzot, ancêtre de la magie et roi des artefacts étranges, Natura, ancêtre des aventuriers, et Zhang Fei, le père des compétences. Tous reconnus comme des souverains, à part entière. Vivia voulait simplement que le protagoniste comprenne que Jean était au même niveau que ces figures légendaires, ce qui était du jamais vu. Denis, impressionné par l'enthousiasme de son compagnon, se calme, mais ne manqua pas d'admettre que tout ce que la maîtresse avait accompli était remarquable, car elle avait développé seule ses compétences culinaires. Au combat, elle n'avait pas la même force que Denis, mais dans le domaine de la cuisine, personne ne pouvait l'égaler. Mais le protecteur reconnaissait qu'il n'y avait aucune certitude, car il était probable qu'elle ne leur ouvrirait même pas la porte. En raison de l'importance de ce moment, tous se couvrant de capuches, et Denis se répéta intérieurement qu'il devait suivre le plan sans faillir. Vivia était lieu là pour faire une demande, et le directeur, charmé par sa présence, ne pouvait pas être d'accord avec elle, même s'il savait que cela faisait partie d'une stratégie. Batchel a ajouté qu'il devrait contacter tous les magiciens et sages renommés de la ville, même s'il savait que beaucoup refuseraient, mais qu'il devrait insister comme il l'avait déjà fait avec d'autres. L'avocat, déjà informé de l'incendie, exprime ses regrets. Henrietta demanda si cela pouvait être considéré comme un crime, étant donné que les incendiaires tirent déjà en prison et qu'ils pourraient peut-être mener jusqu'au commandant de l'attaque. L'avocat explique que, même s'il capturait le chef de Night Mist, l'Argentin entretenait des relations étroites avec la royauté et la noblesse, ce qui compliquait grandement les choses. Henrietta avait déjà prévu cette réponse, et annonçait donc qu'elle avait un plan, invitant l'avocat à écouter attentivement chaque détail. Pendant ce temps, Dusty réprimandait certains ouvriers qui déchargeaient de manière incorrecte. Les observateurs commentaient ses goûts particuliers et se souvenaient des rumeurs selon lesquelles tous ceux qui travaillaient à ses côtés devenaient des experts, mais suivaient des habitudes étranges, raison pour laquelle beaucoup faisaient que preuve de prudence. C'est à ce moment-là que Dusty aperçut l'atelier et se demande mentalement la raison de sa présence. L'homme explique qu'il s'agissait d'un artefact magique lié au vent, mais qu'il était endommagé. Peu après, un autre homme apparut et reconnut Taylor comme étant la fille du grimoire, nom sous lequel elle était connue. Lui-même avait déjà fourni à Denny de lui prêter les livres, dans l'espoir de sauver la vie de sa femme. Il disait avoir conservé les objets avec soin, attendant le moment de pouvoir les rendre lorsqu'il la retrouverait, et se répétait que le livre avait été essentiel pour sauver sa femme, raison pour laquelle il ne pouvait éprouver une plus grande gratitude. L'atelier semblait satisfait d'entendre cela, mais l'homme restait déterminé à trouver un moyen de comprendre ce geste. Elle lui fit comprendre qu'une telle compensation n'était pas nécessaire. Cependant, ses yeux remarquaient les personnes portant de lourds fardeaux, et il était immédiatement disposé à les aider. Il rappelait à tous que, même si cela ne se voyait pas, il avait acquis une certaine notoriété en tant que magicien, et maîtrisait déjà presque toutes les techniques supérieures du vent. Polvo, attentif à cette affirmation, profitait de l'occasion pour lui demander de l'aide dans une tâche spécifique. Alors que chaque membre se consacrait à la mission, le protagoniste s'approchait de cet endroit qui, dans son esprit,
ne pouvait être que la demeure de son professeur. Il était impossible de ne pas se souvenir de l'épisode embarrassant où il avait décidé de partir de manière impulsive, sans savoir quelle serait la réaction de tous en le voyant. En franchissant l'entrée, il remarque que les travailleurs étaient surpris de sa présence. Et même si Denis leur demande d'agir avec discrétion, le reste du groupe s'approche rapidement. L'ambiance restait cependant positive, car la joie de le retrouver était évidente. Tout le monde voulait comprendre ce qu'il avait vécu et connaître les étapes qu'il avait franchies depuis son départ d'Argentine. Denis tenait à dire que sa quête visait uniquement à retrouver le professeur. Mais une jeune femme nommée Eresmok, qui occupait désormais le poste de deuxième chef, anciennement le sien, est apparue et le guida jusqu'au premier chef. Et ainsi, après tant de temps, il retrouvait Jean. Elle semblait surprise de revoir cet homme qu'elle avait l'habitude d'appeler le fou du riz-frit et le traiter avec une tendresse évidente. Jean remarquait que son expression semblait renouvelée, mais il voulait savoir si elle avait déjà trouvé la réponse qu'elle cherchait tant. Le protagoniste admet pour lui que même non, reconnaissant même qu'elle avait peut-être raison d'affirmer qu'il n'atteindrait jamais le niveau saint. Conclusion à laquelle il était parvenu après d'innombrables voyages. Jean voulait comprendre pourquoi il était revenu, car il ne croyait pas que ce soit uniquement pour le revoir d'anciens compagnons. Denis n'hésita pas, et révéla à la maîtresse que Cathy, une amie liée à l'Argentine, lui avait parlé d'un déjeuner où des personnalités très influentes seraient réunies. Parmi elles se trouvaient Joseph Werkstead, juge à la Cour royale de justice, Hopper, chef de Night Mist, et Vigo, chef de la branche argentine. En pensant à ces noms, une seule conviction lui venait à l'esprit. Tous étaient qu'étaient des criminels à divers égards. Denis admettait ne pas savoir clairement quel était l'objectif de ces personnes. Mais il faisait remarquer qu'à un moment donné, elles seraient toutes réunies, et qu'il souhaitait profiter de cette circonstance. Jean réfléchissait à ce qu'il attendait vraiment d'elle, et le protagoniste lui fit clairement comprendre qu'il avait seulement besoin d'informations. Il voulait savoir quand et où aurait lieu la réunion. Il était certain qu'avec l'influence qu'elle avait en tant que cuisinière la plus respectée de la capitale, cette découverte ne serait pas difficile. Jean, cependant, restait méfiante, car étant responsable des banquets, elle détestait l'idée de voir un repas interrompu. Denis, quant à lui, admettait que ce qu'il prévoyait était une atrocité, mais sa détermination ne montrait aucun signe de faiblesse. C'est ainsi que se terminerait le 9e épisode. La femme était radieuse de revoir son fils adoptif après tant d'années d'absence, mais son bonheur fut surpris lorsque Denis apparaissait pour lui dire quelque chose d'incroyable. Elle ne s'attendait pas à entendre cela, et même Denise n'avait pas imaginé que sa décision le mènerait à ce point. Pendant tout ce temps, elle avait cru que Denis n'était qu'un garçon qui abandonnait dans les moments difficiles. Il avait toujours montré de l'enthousiasme pour même s'entraîner ou aider les autres, mais lorsqu'il s'agissait de lui-même, il finissait par reculer facilement. Au fond d'elle, la femme se demandait quelle était la véritable raison pour laquelle Denis faisait cela. Denis, cependant, avait pris sa décision. Il préférait tout pour les personnes qui appréciaient sa cuisine et pour le restaurant qu'il avait construit. Il ne comprenait pas encore le poids de ce qu'il s'apprêtait à affronter. Mais il savait qu'il devait agir, même s'il ne comprenait pas tout. Sa mère l'écouta attentivement et décida d'accéder à sa demande, tout en précisant clairement que Denis devrait également l'écouter. Elle lui expliqua ensuite qu'elle lui avait déjà tout donné. Un foyer, un mode de vie, les compétences d'un chef, une vie digne. Mais il y avait une seule chose qu'elle ne lui avait pas enseignée. La dernière pièce nécessaire pour que Denis atteigne le niveau maximum. Elle laissa échapper à un indice. Et la scène changea alors. Denis était déjà dehors. Au fond, il avait toujours su que ce ne serait pas facile. Même avec l'indice de son maître, il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Le temps passa, et un message envoyé par sa mère lui remet un papier contenant les instructions. Celui-ci décrirait tous les détails d'un dîner d'affaires. En le lisant grandir, Denis sentit son enthousiasme et commença aussitôt les préparatifs. Pendant ce temps, Vigo quittait le centre de la guilde. Il se souvenait avoir prévenu tout le monde de son départ pour affaires. Il ne voulait pas causer de désagréments et pensait que le temps passé serait utile. En montant dans la calèche, il se disait que tout cela en valait la peine. Mais il ne pourrait atteindre sa destination finale qu'après avoir franchi certaines étapes. L'histoire nous a alors ramenés au passé de Vigo. Il travaille sans relâche, car son frère, affaibli par une grave maladie respiratoire, ne pouvait pas l'aider. Tous deux avaient d'autres déjà perdu leur père à cause d'une maladie, et leur mère s'était enfuie avec un autre homme, les laissant se livrer à eux-mêmes. Les gens les regardaient avec pitié, mais cela ne changeait pas grand choix à la dure réalité. Même affamé, Vigo offrait le peu de nourriture qu'il recevait à son jeune frère,
ne goûtant presque jamais à rien pour lui-même. Pourtant, il se sentait heureux rien qu'à avoir son frère à ses côtés. Un jour, un groupe de nobles lui offre de la nourriture. En partant, Vigo se dit qu'il pourrait facilement tromper ceux qui se croyaient bienveillants. Chaque fois qu'il se rendait en ville, il s'arrêtait devant la maison d'une dame, où un chien aboyait contre lui. Personne ne se doutait de rien, car tout le monde croyait qu'il n'était qu'un enfant. Mais à la tombée de la nuit, Vigo revenait en silence et éliminait l'animal. Bien qu'il ait nié, le majordome a trouvé son frère avec un t-shirt taché de sang. Voyant l'homme s'avancer, Vigo le supplia de s'arrêter, mais l'instant d'après, il frappa le majordome. Une punition fut alors exigée contre Vigo. Lorsque son frère se réveilla, il le vit blessé et marqué. Vigo, cependant, n'accepte pas cette injustice. Il se rendit au manoir des nobles et y mit le feu. En voyant les flammes, il ressent la satisfaction, car il connaît désormais la même souffrance. Mais en regardant derrière lui, il se rend compte que son frère n'était plus là. Il se demanda où il était parti, mais la réponse ne vint jamais. Après avoir été abandonné par son frère, Vigo s'entraîna sans relâche, même avec les mains coupées, jusqu'à devenir un maître de l'épée. Un jour, en arrivant en ville, il fut défié par un groupe d'hommes, mais il les battit avec une facilité déconcertante. Il prend leur équipement et, peu après, rejoignit les Ailes d'Argent. À cette époque, Vigo était déjà au niveau 80, dépassé seulement par le capitaine, ce qui impressionna tout le monde. Dans les donjons, il terrassait seul les monstres comme s'ils n'étaient rien. À une occasion, il exigea à ses compagnons de continuer pendant qu'il s'occupait des ennemis qui les poursuivaient. Après une longue bataille, le chef s'approche pour discuter. Il demanda à Vigo pourquoi il combattait toujours seul, lui rappelant que le travail d'équipe était essentiel. Vigo a répondu simplement dans ses pensées qu'il ne voulait pas faciliter le combat. Le chef lui fit cependant remarquer qu'un groupe servait à bien plus qu'à simplement monter de niveau. Soudain, un dragon surgit des profondeurs de la caverne. Le capitaine a demandé à tout le monde de rester calme, affirmant que la créature n'attaquerait pas si elle n'était pas provoquée. Mais Vigo, d'un coup précis, a blessé la bête. À partir de ce moment, il est devenu le nouveau chef des Ailes d'Argent, ce qu'il considère comme un grand honneur. Cependant, certains de ses compagnons commencèrent à le quitter, incapables de suivre son rythme. Peu à peu, le groupe se dissout, et Vigo dut recruter de nouveaux membres. Après une pause, la scène revient au présent. Vigo arrive à la réunion des plus grands chefs de la ville. Au cours de la conversation, il a été révélé que Hopper était responsable de l'incendie du restaurant de Denny. Celui-ci cependant, parlait avec dédain, affirmant qu'il s'était simplement débarrassé de quelque chose d'inutile. Vigo le rassura, lui garantissant que même s'il y avait des soupçons, rien ne se passerait, car ils étaient y protégés par le juge suprême de la cour royale. De plus, il comptait sur le soutien de nobles influents, du chef des Ailes d'Argent et d'une équipe d'exécution talentueuse. Leur avenir semblait assuré, mais ils n'avaient pas l'intention de s'arrêter là. Leur plan était de dominer le royaume des ombres. Le pouvoir militaire et politique était désormais uni, et la famille royale, les Kingland, n'était plus qu'un souvenir. Vigo ironise en affirmant que tout le monde devrait remercier Denny, car sans lui, leur destin ne se serait jamais croisé. Soudain, Vivia est apparue avec de la nourriture. Elle dit que le chef avait oublié un plat et demanda à laisser le repas là avant de partir. Elle apporte du riz frit, et tout le monde fut perplexe. Joseph fut le premier à manger, dévorant chaque bouchée. Vigo, agacé, lui exigea de se tenir correctement. Mais Joseph insiste pour que tout le monde goûte, louant le goût. Avant de partir, Vivia a été interrompue. Quelqu'un lui a demandé d'attendre, car il souhaitait embaucher le cuisinier pour sa maison. Vigo la regardait avec mépris. Pour lui, cet homme n'était qu'un porc facile à manipuler, tout comme les autres assis à table. Le juge était un profiteur qui utilisait son poste à son propre avantage. Vigo ne voyait en eux que des marches à gravir. Dans son esprit, il prévoyait de les éliminer au moment opportun, de devenir le héros qui libérerait le royaume des criminels et de conquérir un titre de noblesse. Et ce ne serait que le début, car son objectif était de renverser le roi véritable et de dominer les royaumes voisins. En goûtant la nourriture, Vigo reconnaît le goût. C'était celui de Denny. Quelques instants plus tard, celui-ci fit son apparition, refusant toute offre d'emploi. Déterminé, il affirme qu'il préférerait tout sauter. Mais Vigo l'avertit que cela ne servirait à rien. S'il éliminait tout le monde ici, il serait condamné à mort. Denny, d'une voix ferme, demanda s'ils étaient responsables de l'incendie de son restaurant et du meurtre des parents d'atelier. Joseph a répondu que oui.
Denis lui demanda de répéter plus fort, et Vigo comprit qu'il utilisait la voix de la terreur. Il tenta de l'empêcher, mais il était déjà trop tard. Denis déclare devant tout le monde que chacun à table était coupable. Soudain, Vivia est apparue avec un haut-parleur. Irrité, Vigo se jette sur eux. Mais Denise et elle l'esquivèrent. Ils tombèrent devant un public inattendu. Des personnes importantes étaient présentes et ont tout entendu. Ainsi, l'épisode prend fin. La situation se complique encore davantage lorsque Vigo ne parvient pas à comprendre comment toutes les personnes présentes peuvent être liées à la magie. Beaucoup commencent à se demander si ce qu'ils ont entendu était vraiment vrai. Car le restaurant qui avait été consommé par le feu abritait des livres rares et extrêmement précieux sur la magie. Les gens pensaient que si ces hommes étaient effectivement responsables de la destruction de ces trésors, alors ils étaient des individus méprisables. Le protagoniste observe et explique que dans ce royaume, ce sont les magiciens et les sages qui ont le devoir d'appliquer la loi. Il ne lui appartenait pas de juger qui que ce soit. L'avocat, ferme, a expliqué à Vigo et à ses partenaires que leur déclaration avait déjà été entendue par tous les autres avocats du royaume. Quelques minutes plus tard, leurs propres collègues sont venus les éviter que rien de ce qui avait été dit ne pourrait les tirer d'affaire. Denis, qui n'avait pas l'habitude d'agir avec cruauté, lui a dit sur le ton de la plaisanterie. « Tu l'as bien cherché. » La réaction fut immédiate, car la fureur consommait Vigo. Il savait que le protagoniste interférerait à un moment donné dans ses plans visant à établir un gouvernement militaire et se disait qu'il avait été trop indulgent en l'expulsant auparavant. Maintenant, il n'aurait aucune pitié. Il allait donner du vrai travail à Denis, sans reculer. Denis accepte le duel et prépare ses armes. Ce serait enfin un combat entre deux puissants guerriers. Les premiers coups montrèrent à toutes les forces de Vigo, qui furent rapidement blessés. Le protagoniste, dans ses pensées, ne met pas s'empêcher d'éprouver un certain humour, réfléchissant à la façon dont les compétences de son rival étaient liées à la cuisine. Imaginer un poil serviteur de bouclier lui correspondait bien, pensait-il. Pendant le combat, des souvenirs de leur première rencontre lui revinrent à l'esprit. Kate avait emmené le protagoniste à la taverne pour le recruteur. Vigo l'avait immédiatement méprisé, le jugeant comme un simple cuisinier. Le protagoniste, cependant, reste ferme, et Kate réussit à calmer la situation, insistant sur le fait que sa cuisine remonterait la morale du groupe. C'est ainsi que Denis finit par rejoindre l'équipe. Plus tard, dans un donjon, pendant que les autres combattaient un monstre, Denis préparait des steaks pour en faire des hamburgers. Même si la mission avait été accomplie, Vigo s'énerva et ordonna à tout le monde de se dépêcher. Il voulait continuer à chasser des créatures pour accroître la renommée d'Alargentia. Denis se souvenait bien comment, ce jour-là, Vigo l'avait félicité pour son ambition. Une qualité qui, selon lui, n'était pas mauvaise, à condition d'être utilisée à bon escient. À ce moment-là, Vigo avait déclaré avec fermeté que l'Alargentia devait être la meilleure, éclipsant les autres. Le protagoniste, cependant, ne montrait aucun intérêt pour ce type d'ambition, ce qui ne faisait qu'augmenter l'irritation de Vigo. Quand il lui avait demandé pourquoi il visait le niveau 100, il n'avait obtenu aucune réponse. Car les hamburgers avaient été finis par brûler, interrompant la conversation. Au moment de manger, tout le monde se réjouissait, surtout Kate, qui avait déclaré que c'était son plat préféré au monde. Denis avait préparé des portions supplémentaires, satisfait de la voir sourire. Kate révèle que depuis son arrivée, le groupe était devenu plus joyeux et plus uni. Non seulement grâce à la nourriture, mais aussi grâce à ses contributions en alchimie et en médecine, qui les avait sauvés à plusieurs reprises. Même Vigo le savait, affirme-t-elle, mais le guerrier, fier, nia immédiatement. Denis ne s'en formalisa pas. Pour lui, les actions parlaient le plus que les mots. Quelque temps plus tard, Vigo expulsa un autre membre du groupe, affirmant qu'il n'y avait pas de place pour les personnes inutiles. Le garçon exige une autre chance, mais Vigo le rejeta sans hésiter. Denis, cependant, s'est approché et lui a offert des boulettes de riz aux vertus curatives, lui demandant de chercher un endroit où il serait vraiment apprécié. Comment ce jeune homme n'a-t-il jamais compris qui était vraiment Vigo? S'est demandé Denis. Quelques jours plus tard, Alargentia a été réprimandé par un noble après avoir échoué dans une mission. Lui et sa femme se moquèrent tant même des membres, espérant que l'un d'entre eux mourrait, juste pour avoir une histoire à raconter. Cela fit bouillir le sang de Vigo, qui faillit les attaquer. Mais Denis le retint à temps. Plus tard, dans une taverne, Vigo se plaignait. Il disait détester ceux qui étaient nés avec une cuillère en argent dans la bouche, et qui révèlent encore le culot de les mépriser. Ils vont avaler chaque mot, et ramper devant nous, promit-il. Tandis que Denis écoutait en silence,
convaincu que certaines choses ne pourraient jamais changer, quelle que soit l'intensité de la colère. De retour dans le présent, Denis se rend compte qu'il est désavantagé face à l'habileté corrosive de Vigo. Il sait que s'il est touché, il pourrait facilement mourir, mais il décide néanmoins d'utiliser un moyen pour aiguiser ses sens et tenter d'équilibrer le combat. Vigo, provocateur, demande pourquoi Denis s'implique autant. Lui qui est toujours distant et insouciant. Il l'accuse de faire semblant, affirmant qu'il n'est arrivé aussi loin que parce qu'il a été adopté par une mère riche. Le combat reste intense. Denis tente d'utiliser ses cocottes en métal comme piège, mais Vigo les brise sans effort, tandis que l'épuisement physique du protagoniste devient évident. Denis libère alors une fumée pour dissimuler sa présence. Cette stratégie dérange Vigo, qui crie qu'il s'était trompé à son sujet et qu'au fond, Denis n'était qu'un perdant. Vigo exalte son propre cœur de faucon, affirmant qu'il ne s'inclinait devant personne et qu'il allait bientôt gagner. Vivi observe avec stupéfaction la destruction provoquée par deux guerriers de niveau 99, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Les autres sont également stupéfaits tandis qu'Atelier voit Denis se faire abattre et ne parvient pas à dissimuler son inquiétude. Toujours debout, Denis a envoyé le temps s'écouler lentement, ses sens aiguisés lui donnant une chance de résister. Cependant, il sait que si rien ne change, la fin sera inévitable car Vigo est irrésistible. Fatigué, Denis pense à ce qu'il désire le plus, cuisiner librement, avoir son propre restaurant, prendre soin des autres comme un grand frère et offrir son aide à ceux qui en ont besoin. Pour lui, ce style de vie était déjà suffisant, mais peut-être pas assez pour atteindre le niveau 100. Il se souvient quand on lui a dit qu'il restait bloqué au niveau 99. Dans ses souvenirs, Denis avait confié à Jeanne qu'il trouvait ses efforts inutiles, malgré ses progrès constants. Jeanne lui avait cependant expliqué que pour atteindre le niveau maximum, il fallait quelque chose de plus. On ne pouvait pas vivre à moitié. Cela avait toujours été son erreur, avait-elle dit. Denis a trouvé cela absurde et frustré. Il lui avait demandé ce qui lui manquait exactement. Jeanne lui avait répondu un jour que tant qu'il n'aurait pas la paix dans son cœur, peu importe les efforts qu'il ferait, il n'atteindrait tout simplement pas son mais. Dans le présent, Denis se lève lentement, réfléchissant. Il se demande pourquoi il a décidé de devenir cuisinier. Pourquoi a-t-il consacré tant d'heures de sa vie à préparer des repas? Il se demande pourquoi la chef cuisinière l'a accueilli à un moment où il n'avait nulle part où aller. Il se souvient clairement du jour où elle lui a servi le plat le plus spécial qu'il ait jamais goûté, un simple riz frit, mais avec une saveur qu'il n'a jamais oubliée. Il se disait que c'était ce plat qui l'avait guidé, ou peut-être pas, ce n'était peut-être pas seulement cela. Puis il comprit que ce n'était peut-être pas seulement le repas, mais la chaleur qu'elle lui avait transmise, cette sensation de réconfort qui jaillissait à chaque bouchée. Il comprenait maintenant qu'il ne cherchait pas seulement à être servi, mais qu'il souhaitait servir les autres, qui comme Atelier, Bachel, Vivia et Henrietta avaient également besoin de quelque chose qui les ferait sourire. Peut-être, réfléchit-il, Denis a-t-il toujours rêvé de devenir quelqu'un de spécial pour ce genre de personne? Quelqu'un capable d'offrir non seulement de la nourriture, mais aussi de l'espoir. Finalement, il accepte que c'est la véritable raison pour laquelle il a choisi la cuisine comme destinée. Mais son corps ne suit pas son esprit. Épuisé, il commence à perdre ses forces et s'évanouit, jusqu'à ce que les voix affolées des filles le ramènent à lui. Il se réveille encore étourdi et entend leurs cris d'inquiétude. Au dernier moment, Denis demande à Taylor de ne pas accepter la défaite. Il se dit surprise. Je n'arrive pas à croire que je les ai toutes laissées si affligées. À ce moment-là, Vigo lance une attaque dévastatrice. Cependant, Denis se souvient des paroles de Jean. Le niveau 100 n'est pas quelque chose que l'on recherche avec impatience. Ce n'est pas un objectif lointain à atteindre. Il disait que le niveau 100 arrive sans que l'on s'en aperçoive. Jean lui avait également raconté la fable de l'oiseau bleu qui avait voyagé à travers Dokier à la recherche du bonheur, sans remarquer qu'il avait toujours été juste devant lui. Il en allait de même pour les niveaux. La différence entre 89 et 100 était presque imperceptible. Il suffisait que ce qui existait déjà en lui se manifeste. Denis n'avait jamais compris ce que son maître voulait dire, mais à cet instant, tout puissant, avec une conviction renouvelée, il part le coup de Vigo comme s'il s'agissait d'une simple rafale de vent. Cependant, quelque chose d'inattendu commence à se produire. Son corps est enveloppé de lumière colorée. Il se dit « Maintenant, je comprends, la force ne fait pas tout. » Denis sourit, au milieu de la bataille, sentant qu'il pourrait enfin être le chef le plus fort, non seulement grâce à son habileté, mais aussi parce qu'il serait celui qui protégerait les sourires de tous ceux qu'il aimait. Et ainsi, cet épisode touche à sa fin.
Les garçons font rapidement le lien entre la force libérée par Denis et son pouvoir élevé. Et dès que ce processus est terminé, il avance avec détermination vers Vigo. Denis lance plusieurs rafales d'énergie en direction de son ennemi, mais celui-ci se déplace avec agilité, les esquivant, tout et sautant en l'air. La fureur de Vigo explose en paroles, affirmant que Denis n'est qu'un simple cuisinier. Cependant, le commentaire reste à peine terminé que Denis le frappe de plein fouet, ses couteaux de cuisine s'écrasant contre l'épée de son adversaire. Denis affirme alors fermement que Vigo ne sera plus jamais accepté dans son restaurant, invoquant sa technique spéciale appelée expulsion forcée. Le nom peut paraître étrange, mais il sert de marque pour ce coup. Immédiatement, une pression écrasante s'abat sur Vigo, le plaquant au sol. Il se rend compte qu'il a perdu l'équilibre et tente de se relever, mais son corps est incapable de bouger face à la force qui le maintient au sol. L'impact s'intensifie et ouvre un trou sous lui, l'amenant à se demander si Denis maîtrise la gravité. Il comprend cependant rapidement que cela va bien au-delà. Pendant qu'il observe, Cave explique aux filles que ce qui va suivre est la compétence unique, de niveau 100, de Denis. Bachel est stupéfait. S'étonne que Vigo continue de s'enfoncer, car il n'a jamais entendu parler d'une chose pareille. Henrietto, contrairement à eux, reste silencieux, admirant simplement, avec un profond respect, le sérieux du chef Denis. Vigo, quant à lui, continue d'être pressé sans relâche, comme s'il était projeté dans l'espace, ignorant toute loi naturelle, sans comprendre la nature de cette technique. Il méprise le nom comique donné à ce pouvoir. Mais même au milieu de la souffrance, il insiste pour ne pas céder, refusant de mettre fin à son histoire-là. Peu à peu, la force qui l'emprisonne se dissipe. Incapable de résister aux dommages accumulés, il perd connaissance. Épuisé, Denis respire difficilement. Lorsqu'il se rend compte que le combat est terminé, son corps atteint ses limites et il s'effondre. Les garçons courent vers lui à temps pour le retenir et l'installer avec précaution. Toujours consciencieux, Denis les écoute lui raconter ce qu'il a accompli. Mais la fatigue l'emporte, il demande simplement un plat de riz frit. Peu après, il s'approche de Talier pour lui remettre le bracelet. Quand Denis le met à son poignet, il la remercie pour l'attention qu'elle lui a toujours portée. En guise de réponse silencieuse, elle lève le poing, et Denis, souriant, touche le sien contre le sien. Jean observe la scène en silence. En parallèle, Joseph et les autres sont arrêtés par les mages, pris par les autorités. Tandis que Kate observe tout cela à distance, discrètement. Plus tard, au restaurant Black, Kate rejoint Jean à une table. Sa première question est de savoir comment Denise a atteint le niveau 100. Jean l'appelle Gracielle Crimson, la nouvelle capitaine de l'Argentine, supposant qu'elle souhaitait elle-même assister aux événements. Kate confirme et ajoute qu'elle avait l'intention d'intervenir si elle voyait Denise en danger. Mais Jeanne fait remarquer qu'elle aurait dû le faire pendant la bataille, car il a failli perdre la vie. Kate admet qu'elle n'avait jamais vu Vigo se battre avec autant de sérieux, ce qui l'a effrayée. Elle reconnaît également que s'il s'était approché de manière imprudente, il aurait pu la détruire facilement. Elle commente ensuite la limite humaine connue, le niveau 7. Très peu de personnes ont réussi à l'atteindre dans toute l'histoire, et personne ne sait exactement quelles conditions permettant de le dépasser. C'est pourquoi elle souhaite comprendre comment Denis a réussi à franchir la barrière entre les niveaux 99 et 100. Elle se souvient également que Clara, une autre chef respectée, a également atteint le niveau 100. Jean explique que ce niveau n'est pas atteint grâce aux techniques existantes. Mais grâce à la découverte de la véritable raison d'être en vie, c'est quelque chose d'unique que seule chaque personne peut réaliser. À l'écoutant, Kate comprend en partie, mais admettre qu'elle n'a pas encore tout saisi. Jean ajoute un point. Ce n'est pas une coïncidence si Denise et elle sont devenus des chefs de niveau 100 en même temps, bien qu'ils fournissent en suivi des chemins différents. Alors que Jean cherchait à atteindre les sommets de la cuisine pour devenir la meilleure, Denise rêvait d'être le chef le plus fort, protégeant les sourires de ceux qui l'entouraient. Il avait besoin d'avoir le pouvoir d'expulser tout un truc qui menaçait son territoire, c'est-à-dire le restaurant. De cette détermination est née son habileté, l'expulsion forcée. Kate réfléchit à cela, et se demande si cette technique l'aide vraiment dans son rôle de cuisinier, car elle semble plus appropriée dans un bar. Jean est d'accord. Dans un autre scénario, elle savoure tranquillement un repas devant un restaurant. Il s'adresse à sa compagne, Fiorenza, et lui demande pourquoi elle ne mange pas aussi. Elle répond que son devoir est de le protéger à tout moment, ce qu'il considère comme inutile. Soudain, Fiorenza commente les conséquences possibles après la chute de Giuseppe et Vigo, estimant que tous deux étaient liés au plan de Hit. Il lui demande pourquoi elle fait confiance à des personnes aussi méprisables.
Elle admet qu'elle avait pensé utiliser Vigo si l'occasion se présentait, mais qu'il n'avait pas de lignée particulière et n'était plus disponible. Il lui demande alors si Denis n'a pas été une surprise en le battant, et elle répond que non, car Denis est son petit frère. Pendant ce temps, Denis reçoit la visite des enfants, qui arrivent enthousiastes à l'idée de savoir comment se passait son rétablissement. Il leur demande d'être plus prudentes, car les câlins réveillant la douleur de ses blessures, et on se rend vite compte à quel point son corps est encore bandé. Vivia se réjouit de son, bien qu'elle soit impressionnée par la rapidité de son rétablissement. Henrietta, fièrement, commande que le chef se régénère comme un monstre, ce qui met Denis mal à l'aise. Il leur demande si elles sont lieu uniquement pour le déranger ou pour lui tenir compagnie. Henrietta précise que le but de leur visite est de lui rendre visite. Puis Bachel montre quelques papiers, révélant des plans de construction. Denis, confus, ne comprend pas au début, mais elle lui explique qu'il n'y a plus de raison de se cacher. Ce sont des projets pour reconstruire le restaurant. Surpris, Denis apprend que Paul Vaux a discuté avec des personnes du secteur de la construction et a reçu la promesse que l'endroit serait reconstruit. Comme on ne peut rien construire sans plan, tout le monde a collaboré à leur élaboration. En voyant cela, Denis manifeste une grande joie. Mais en analysant les détails, il remarque que ce n'est pas le même restaurant qu'avant. Bachel explique qu'ils ont profité de l'occasion pour repenser l'intérieur, en suggérant des améliorations d'ensemble. Denis trouve que cela semble parfait, jusqu'à ce qu'il remarque que la baignoire est plus grande qu'elle ne devrait l'être. L'atelier répond qu'il n'y a aucun problème, et insiste, même lorsque Denis revient sur le sujet, en précisant qu'il adore l'idée. Cependant, en regardant à nouveau, Denis remarque quelque chose de curieux. Le mur donnant sur la rue a disparu. Vivia souligne fermement que toute cette idée venait d'elle. Comme ils avaient l'intention de rénover entièrement les lieux, il fallait les moderniser, et c'est pourquoi le restaurant de l'aventurier aurait une façade en verre. Denis prête à peine attention à ces paroles des Marmonnes, pensant qu'une simple salle à manger n'a pas besoin d'avoir l'air luxueux. Mais Vivia l'ignore, et continue, affirmant que la moitié de la salle serait occupée par des tables de groupe bien disposées et des cabines réservées. Convaincu que les aventuriers les plus expérimentés s'y réunissaient, Denis fronce les sourcils et répond à voix basse qu'un endroit comme le sien n'a pas besoin de ce genre de nouveauté. Après avoir poussé un long soupir, il regarde à nouveau les dessins et la demande. « Et cet énorme rectangle au milieu des tables, c'est quoi ?» Henriette, sans hésiter, assume la responsabilité de la proposition. Elle raconte qu'elle a entendu parler d'un restaurant célèbre dans la capitale, où il y avait un énorme aquarium rempli de crevettes et de poissons au centre de la salle. Denis porte la main à sa tête et répète, pour la deuxième fois, qu'il ne gère pas un établissement raffiné, mais une simple salle qui vend du pain avec des coins de porc. Pourtant personne ne semble prêter attention à sa plainte. Il pense, presque avec ironie, qu'au moins ce pain était délicieux. Henriette poursuit son explication. Si quelqu'un commandait un plat, les animaux étaient retirés de l'aquarium afin de garantir la fraîcheur du repas. Denis, sans cacher son mécontentement, rejette immédiatement cette idée. D'un ton sec, il déclare que s'il y avait un aquarium, il finirait par tout manger d'un coup sans même attendre la commande. Henriette feint d'être offensée et rétorque en disant que même elle ne ferait pas quelque chose d'aussi imprudent. Denis préfère ne pas prolonger la discussion et changer de sujet, en montrant le dessin qui indiquait un sous-sol dans les plans. Ben lève alors la main, fier, révélant que l'idée venait de lui. Il explique qu'il croyait au succès du restaurant après la rénovation et que, lorsque cela se produit, Denis devrait embaucher de nouveaux employés. Denis, toujours méfiant, accepte en partie et rappelle à tout le monde qu'Henriette allait bientôt déménager pour travailler dans le nouveau local. Alors qu'il réfléchit à l'utilité d'un sous-sol, Bachel intervient et explique qu'il servirait de logement pour les employés, car en vivant là, il pourrait retravailler tout le temps. Denis, pendant un instant, est presque d'accord, mais il se rend vite compte de l'absurdité de la proposition. En silence, il pense que cela ressemble à de l'exploitation déguisée en avantage, et son expression rend les autres tendus. Sans saisir la gravité du commentaire, Baer ajoute naturellement que le sous-sol serait insonorisé, de sorte que si quelqu'un avait besoin d'appeler quelqu'un, personne ne l'entendrait jamais. Denise, effrayée, exige une explication, dans l'espoir qu'il ne s'agisse que d'une mauvaise blague. Plus tard, Vivi profite de quelques minutes de repos à l'extérieur. Elle se sentait tranquille à ce moment-là et décide de se souvenir des événements qui ont suivi. Elle raconte que toute la communauté magique s'est présentée pour dénoncer les crimes du groupe de Giuseppe, ce qui a conduit le gouvernement à arrêter toutes les personnes impliquées. Le poste de chef du clan Werkstad était resté vacant, car Atelier ne semblait pas disposé à assumer cette fonction. C'est pourquoi Sextavici,
en collaboration avec la communauté magique, discutaient de la décision à prendre. Des chercheurs de la capitale évaluaient les moyens de restaurer les livres brûlés, ce qui serait extraordinaire s'ils y parvenaient. Une autre bonne nouvelle est que le restaurant était déjà reconstruit. Polvo a maintenu ses employés occupés tout le temps, s'assurant que chaque détail soit parfait. Comme si le reflet éhantait son propre caractère, les employés faisaient preuve du même dévouement inlassable. Vivia a mentionné que ce jour-là serait l'inauguration officielle et qu'elle avait demandé un congé juste pour y assister. Henrietta, qui faisait désormais partie des chevaliers, serait également. Bachel, quant à lui, qui enseignait dans la capitale et s'était échappé de prison, se joindrait également à la célébration. Après cela, elle se souvient des mots prononcés. Quand tout le monde croit que la fin est arrivée, quelqu'un trouve toujours la force de se relever. Même si on n'y arrive pas seul, on peut se relever si quelqu'un nous tend la main. Et c'est exactement ce que Denis avait enseigné à tout le monde. Puis, le doute surgit. Croyait-il lui-même qu'il pourrait devenir un grand sorcier comme il l'avait promis? Denis reconnaît qu'il est encore trop tôt pour répondre, qu'il doit d'abord apprendre à se relever et à marcher, car il souhaite voir de ses propres yeux ce qui existe au-delà. Devant la tombe reconstruite, il ressent une joie silencieuse. Il murmure dans ses pensées une promesse assassinine, assurant qu'il reviendrait la voir. Au marché, Denis se demande à Telrier s'il y a autre chose à acheter. Elle répond que non. Méfiant, il énumère plusieurs articles qui pourraient manquer, mais elle insiste sur le fait qu'ils ont déjà tout. À ce moment-là, Telrier est distrait par un oiseau inhabituel qui vole haut dans le ciel. Et tandis qu'elle l'observe, elle est heurtée par un homme qui passe au courant. Elle s'excuse, un peu confuse, et s'envoie à nouveau perdue pendant un instant. Cependant, la voix de Denis résonne au loin, l'appelant, et cela la remplit de joie. Denis, ne comprenant pas sa réaction, lui demande ce qui s'est passé. Telrier répond simplement en souriant que ce n'est rien, et lui demande de continuer, révélant sur son visage une joie sincère qui le surprend. Peu après, les habitants de la région commencent à les saluer chaleureusement, et Telrier leur rend leur amabilité. Plus tard, Denis place la plaque à l'entrée de l'établissement et allume à haute voix le nouveau nom, Restaurant des Exilés. Il fait remarquer aux enfants que le titre sonne bizarre et que, selon lui, il n'entrerait pas dans un endroit portant un tel nom. Henrietta rétorque que le nom transmet de l'enthousiasme, tandis que Bachel affirme que Restaurant de l'Aventurier était trop banal. Denis demande alors l'avis de Telrier, mais lorsqu'il se tourne vers elle, il ne reçoit qu'un signe de tête confiant d'approbation, ce qui était prévisible, puisque c'est elle qui avait suggéré le titre. Quelques minutes plus tard, Vivia arrive et dit que le nom est génial, ce qui amène Denis à penser qu'il est le seul à avoir mauvais goût. Les filles rétorquent qu'elles n'ont jamais dit une telle chose, insinuant qu'elles se dégonflent. Denis, d'un ton professeur, ouvre le livre sur la gestion des restaurants pour leur donner une leçon, mais il est interrompu par Bachel, qui le pousse à l'intérieur de la salle. Dès qu'ils entrent, tout le monde reste bouche bée, l'intérieur est resté le même qu'avant. Denis fait remarquer que personne n'aurait le courage de mener à bien ses plans excentriques. Telrier soupire, déçu, car elle rêvait encore de la baignoire géante. Remarquant cela, Denis ébouriffe ses cheveux et lui demande si elle veut l'aider en cuisine. Elle accepte immédiatement, les yeux brillants d'excitation. Ils se dirigent tous les deux vers la cuisine et demandent rapidement des suggestions au groupe. Henrietta demande les chavitras, Vivia demande du riz frit au crabe et Bachel souhaite les traditionnelles crevettes frites. Denis sourit et les traite comme s'ils étaient ses premiers clients. En peu de temps, il prépare chaque plat avec dévouement et les sert à table. L'apparence des plats surprend tout le monde qui se montre enchanté. Denis sert également à Telrier une généreuse portion de riz frit, ce qui la fascine. L'ambiance anime, remplie de rires et de compliments sur le repas. Observant cette scène, Denis remercie silencieusement, car il sait qu'il n'a pu préserver ce qu'il aimait le plus que grâce à eux. À ce moment-là, un nouveau groupe entre dans le restaurant. Parmi eux se trouvent les jumeaux, qui passent rapidement leurs commandes. Même Polvo montre de l'intérêt pour goûter un plat. Denis sourit et dit à Telrier qu'ils étaient tous très occupés à partir de maintenant. Atelier sans s'en soucier, lui répond simplement par un signe de tête encourageant, et tout le monde se réunit.